Eh bien, bonsoir à tous dans ce sixième épisode du Space Cake. Aujourd'hui, comme prévu, on va parler d'Erlay, qui est une mise à jour de la couche pair à pair du protocole Bitcoin. Et aujourd'hui, on a Guillaume avec nous. Et donc, du coup, je vais te laisser introduire ce que c'est Erlay pour tout le monde. Vas-y, mon cher Guigui. C'est Merlonès. Alors du coup, Hurley BIP 330, magnifique protocole, hein. Donc juste pour expliquer aux gens où ça se passe, Hurley, ça se passe à la peer-to-peer layer de Bitcoin. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que la peer-to-peer layer de Bitcoin, c'est ce qui permet vraiment la décentralisation des nodes. On vous parle souvent dans les différents spaces, etc., du fait que c'est important de garder le fait de pouvoir run sa propre node, de pouvoir le garder accessible avec un coût très faible. Et donc ce coût de validation, ce coût d'avoir une node, ça passe par le coût du hardware, mais ça passe aussi par le coût de la bande passante, par le coût de recevoir et envoyer de la data. Donc le coût du hardware, bah, c'est voilà, acheter sa node, acheter le disque dur, etc. Mais le coût de la bande passante, c'est quelque chose dont on parle pas très souvent et c'est globalement ce sur quoi Hurley va se focus. Donc pourquoi c'est important? Parce que si une node consomme moins de bande passante, d'usage de data Internet, eh ben, ça va rendre le fait de run une node beaucoup plus accessible pour des personnes, par exemple, dans des pays reculés ou des mineurs qui vont vouloir miner off-grid, qui n'ont pas forcément la meilleure connexion Internet, de pouvoir bah, soudainement avoir plus facilement accès à des nodes. Et en plus de ça, d'un point de vue, on va dire, de la vie privée, on en parlera plus tard des statistiques, mais euh, le fait d'utiliser Early, ça réduit grandement la bande passante et donc ça réduit un petit peu plus la manière dont un fournisseur Internet ou quoi pourrait identifier la quantité de connexion qui sort d'une node. Donc juste pour faire très simple, et j'imagine qu'après les autres iront dans les détails, aujourd'hui, ce qui coûte de la data au niveau de la node, c'est le fait à la fois de relayer des transactions avec ses peers, donc les nodes voisins, et le fait de relayer les blocs qui ont été minés. Donc les transactions qui sont relayées s'appellent le transaction relay, et pour les blocs, c'est le bloc relay. Et au jour d'aujourd'hui, c'est à peu près 50-50 en termes de qui utilise quel niveau de bande passante. Mais ce qui est intéressant, c'est que BIP 330, donc Hurley, va se concentrer sur le transaction relais pour le réduire quasiment de 50% à environ 13%. Et comment il s'attaque à ça? On va y arriver tout à l'heure. Euh, mais simplement pour dire que, d'une part, BIP 300, ça va réduire la consommation Internet. Et deuxièmement, ça permet autre chose qui va aussi venir augmenter la décentralisation du réseau Bitcoin, c'est que ça vient augmenter potentiellement la connectivité des nodes. C'est-à-dire que traditionnellement, quand vous lancez votre node Bitcoin, vous allez être connecté à 8 nœuds, donc à 8 nœuds voisins auxquels vous allez faire confiance pour recevoir les nouvelles transactions, les nouveaux blocs, etc. Sauf que forcément, logiquement, plus vous augmentez ce nombre de voisins, de peers, plus vous avez un sample du réseau qui est grand, et donc plus vous augmentez les chances de tomber sur une majorité de nodes honnêtes plutôt qu'une majorité de nodes qui seraient malhonnêtes. Sauf que le problème avec ça, c'est que si vous augmentez, si vous doublez, vous triplez votre nombre de peers, la quantité de data, elle aussi, en général, va doubler ou tripler. Là où Hurley devient intéressant, c'est que vous pouvez scale le nombre de peers, mais la connexion Internet, elle n'augmentera pas de manière exponentielle comme avant, elle va augmenter de manière linéaire. Et donc, pour vous donner quelques chiffres, une node qui aurait 32 peers, habituellement, sans Hurley, elle consommerait à peu près 17,3 gigabits de data par mois, mais avec Hurley, ça passerait à un tout petit peu moins de 1 giga. Donc c'est une réduction quand même assez phénoménale de la bande passante pour quelque chose en plus qui va augmenter la décentralisation du réseau et le rendre plus accessible. Juste, Déjà, ouais. ouais, juste à ce niveau-là, il me semblait que justement la bande passante était proportionnellement linéaire au nombre de peers et que par contre avec Hurley, vu qu'on faisait une réconciliation aléatoire avec un pair, c'était à peu près tout le temps la même, peu importe le nombre de pairs.
C'est ça ton tas ou pas? Il y a de ça, en fait, comment dire? Oui, c'est la bande passante au niveau individuel. La bande passante que tu consommes, elle est bien proportionnelle au nombre de paires. Mais là, les considérations qu'on a, c'est uniquement sur la partie inventory message on est en train de discuter en fait de la partie qu'on peut économiser avec Harley, parce que il y a de la bande passante qu'on ne peut pas économiser, euh, notamment celle où par exemple on s'envoie littéralement les transactions qu'on connaissait pas. Bon bah ça c'est incompressible. En fait sur la partie annonce qu'on a eu connaissance d'une transaction, que là on va faire des économies et effectivement cette partie-là en gros elle va être proportionnelle pour la quantité que ça va consommer, elle va être proportionnelle au niveau du node avec les autres. Au niveau global, c'est quadratique, puisque bah, chaque node, pour chaque nœud, c'est proportionnel, mais donc du coup, pris au niveau global, c'est faut multiplier par le nombre de nœuds. Donc tu fais nombre de nœuds fois nombre de nœuds, ça fait le carré, quoi. Et effectivement, avec Airless, ça va réduire quasiment à néant la partie d'annonce de connaissance de transaction. Par contre, il y a quand même une partie qui reste incompressible. Moi, les ordres de grandeur que j'avais, c'est que en gros, euh, un nœud Bitcoin, c'est à peu près 30 gigabytes de bande passante par mois. Et il y en a 14 qui sont là pour relayer les transactions en brut. Donc là-dessus, on peut faire aucune économie parce qu'il faut s'envoyer les transactions lorsqu'on ne les connaît pas. 4 gigas pour s'envoyer les block headers, donc les en-têtes de blocs. Donc pareil, ça c'est incompressible. Et effectivement, 14 gigas, c'est ça que j'avais. Bon, t'as dit 17, Gigi, mais 14 gigas pour la partie où on ne fait que s'annoncer les uns aux autres quelles transactions on connaît. Et c'est effectivement là qu'on cherche à faire des économies avec Harley. Voilà. Je te laisse continuer si tu as autre chose à raconter. Ok, ok. Ok, c'est bien clair le début? Ouais, parfait. Ok. Très bien, ouais. Donc du coup, la deuxième partie et qui est intéressante, c'est finalement bah, comment est-ce que Hurley arrive à réduire bah, cet usage de bande passante. Et donc là, c'est là où je pense qu'on aura les détails techniques, mais pour vraiment vous donner une overview assez simpliste, aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui est appelé le flooding qui est utilisé. Et pour faire super simple, en gros, c'est une méthode où euh, vraiment vous allez balancer, vous allez spray à tous les nodes que vous connaissez, les transactions que vous recevez, sans forcément discriminer ou vérifier si elles les ont déjà reçues. Donc c'est vraiment un petit peu la méthode barbare, c'est la méthode fusil à pompe, on reçoit de la data et on la balance à tout le monde. Donc c'est comme ça que ça marche actuellement, c'est la partie flooding, et c'est ce qui fait que c'est absolument pas efficient et que ça consomme beaucoup de bandes passantes. Là où Hurley va changer quelque chose, c'est que d'une part, il va mettre en place quelque chose qu'ils ont appelé le low fan-out flooding. Donc c'est une manière de faire du flooding, mais un petit peu réduite, c'est-à-dire que ça va être une manière plus précise d'aller faire du flooding. Et comment ils vont rendre ce flooding plus précis? Avec une étape qu'ils appellent la réconciliation. Et donc de ce que moi je comprends, la réconciliation, c'est une période qui va venir se rajouter après le low fan-out flooding, qui va permettre au node de prendre une pause et de dire voilà, moi j'ai reçu ces transactions, à qui je peux les envoyer qui ne les a pas déjà reçues, et je ne vais pas les envoyer à celles qui les ont déjà reçues. Donc c'est un peu, ça va rajouter un peu du computing à cet aspect-là, mais c'est donc de cette manière-là que finalement on va réduire la bande passante parce que on va se concentrer sur en priorité les nodes qui n'ont pas reçu la transaction. Et donc dans un monde idéal, évidemment ça ne se passera pas comme ça, mais dans un monde idéal avec Hurley, une node ne recevrait qu'une transaction qu'une seule fois et pas plusieurs fois. Après, ça, c'est pas forcément possible dans la réalité, mais l'idée, c'est qu'elle le reçoive le moins de fois possible, la même transaction, pour être vraiment un système efficient. Voilà, je sais pas si c'est assez bien expliqué. Et en échange de rajouter cette étape-là, par contre, ça rajoute de la latence sur le réseau. Donc là où avant, en moyenne, émettre une nouvelle transaction, ça mettait à peu près 3 secondes, avec Hurley, ça se rapprocherait un petit peu plus de juste en dessous de 6 secondes. Et donc, moi, j'aurais bien aimé discuter aujourd'hui des potentiels risques aussi que ça peut amener sur le réseau, ou pas forcément risques, mais conséquences que ça peut amener. Parce que d'une part, réduire la bande passante, c'est bien, mais est-ce que de notre côté, rajouter bah, le double de latence sur les transactions, ça peut changer quelque chose? C'est un sujet qui pourrait être intéressant. Ok, ben Guillaume, merci beaucoup pour ce superbe résumé. Ouais. C'était nickel.
Moi, j'ai noté deux petits trucs. La première chose, c'est pourquoi est-ce que tu as inclus les mineurs off-grid dans les personnes à qui ça pourrait bénéficier? Parce que, enfin, à l'heure actuelle, quand tu es un mineur, tu n'es pas obligé d'avoir ton nœud. Tu reçois les blocs templates de la pool et puis tu fais tourner là-dessus, non? Je Ouais, parle hors Stratum V2. ok, bah moi c'est plus par rapport à Stratum V2, Ouais, ouais, ok, parce que du du coup coup, ok, quand tu ouais. utilises Stratum V2, tu as ta propre node, et donc si tu as ta Hmm, propre node, ok. c'est un avantage d'être connecté à plus de peers, blablabla. Ok, donc du coup, ouais, pour quand il y aura Stratum V2, mais pour l'instant, ça change pas grand-chose parce que les blocs templates sont envoyés par la pool. Ok. Et ma deuxième question, c'était plutôt un sujet un peu ouvert sur l'intérêt. Est-ce qu'il y a vraiment un grand intérêt à augmenter son nombre de paires et jusqu'à quelle valeur, on va dire? Question ouverte. Bah ça, je t'avoue, je sais pas ce que les autres en pensent, mais moi je le vois comme euh, une, une question de probabilité. C'est-à-dire en mode plus t'as de peers, moins t'as de chances potentiellement d'être la victime d'une certaine attaque ou je sais pas quoi. Moi c'est comme ça que je le vois. Après je sais pas s'il y a d'autres explications au-delà de Je, ça. je, je sais que, enfin, il me semble que huit c'est le nombre de paires actuelles qu'on a pour les transactions. C'est ça. Euh, ouais, et 2 pour les blocs, il me semble. 2 pour les blocs avec des qui sont persistants. Ouais, ouais, c'est ça. Et il me semblait que c'était 8 parce que c'était un bon nombre, c'était calculé par un bon nombre pour résister aux attaques Eclipse. Corrigez-moi si je me trompe. J'en sais rien. Là pour le coup, c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement, il y a une question de. C'est un sujet qui est compliqué parce que euh, la bande passante, c'est une ressource qui est précieuse. Euh, et effectivement, se connecter à plus de paires, c'est potentiellement moins de chances de se faire éclipser. Maintenant, on ne veut pas que tous les nœuds soient connectés tous ensemble, parce que si on fait ça, on est sur un réseau complet, et dans ce cas-là, il n'y a plus de privacy, en fait, parce que bah, quand quelqu'un broadcast une transaction, tout le monde saura qui c'est en même temps, puisqu'il est connecté à tout le monde, donc on ne veut pas ça non plus. Donc on en est loin, heureusement. Mais quand tu augmentes ton nombre de connexions quand tu es un nœud privé, eh bien du coup tu vas consommer plus de bandes passantes au nœud public. Et donc du coup il y a un compromis à avoir où tu te dis ok bon il faut quand même prendre suffisamment de paires pour que les petits nœuds individuels qui sont pas ouverts, qui sont pas publics, ils puissent avoir assez de paires, mais en même temps qu'ils consomment pas toute la bande passante des nœuds publics, parce que sinon, si on connecte trop de nœuds aux nœuds qui pourraient être publics, eh ben, ils finissent par fermer parce qu'on consomme toute leur bande passante. Juste pour préciser, quand on parle de nœuds privés, de nœuds publics, on parle de nœuds listening et de nœuds non-listening. Publics, c'est ceux qui sont listening. Et Ouais, privés, c'est ceux qui. ouais, c'est C'est ça. bien ça que vous voulez dire. D'accord, ok. Ouais, Ouais, je sais pas comment c'est codé dans Core, mais je pense que ce sera c'est le effectivement, si listening, tu as il me mis semble. Ouais, listen égale 1 ou un truc comme ça, ouais, ouais, c'est ça. Et ouais, ouais. du coup, pour ceux qui nous écoutent, un nœud listening, c'est un nœud qui va en fait partager, qui va écouter les connexions entrantes et qui va partager les blocs, on va dire, pour En fait, l'initial download. la majorité des gens, en général, n'ont pas un nœud qui est vraiment public. Ils peuvent avoir mis le paramètre listen dans Bitcoin Core, mais ils peuvent ne pas avoir ouvert le port sur, si vous n'utilisez pas Tor, si vous n'avez pas ouvert le port sur votre routeur à la maison, bah, même si vous êtes un nœud public d'un point de vue paramètre dans Bitcoin Core, en fait, vous n'êtes pas vraiment un nœud public parce que vous n'avez pas ouvert le port, donc les connexions entrantes ne sont pas acceptées. Donc ça dépend aussi de comment le firewall est configuré chez les gens. C'est pour ça que Ouais. c'est toujours un peu compliqué. Et par exemple, tous les non-umbrel, eux, ils sont pas listening. Donc, Voilà. ils partagent pas la chaîne des nouveaux arrivants. Et enfin, dans les paramètres, il me semble il y a le listen, mais on n'annonce pas l'adresse store, on va dire. Mais Ok. peut-être soon. C'est juste que par défaut, ça fait pas sens d'être listening parce que du coup, ça fait exploser la bande passante utilisée. Et l'utilisateur lambda d'Umbrel, il veut pas ça, quoi. Voilà, donc en fait, l'idée c'est surtout que en fait, on va réduire le besoin en bande passante pour être un nœud public, ce qui est en fait le plus important. En fait, c'est bien d'avoir de la bande passante, mais c'est juste pour augmenter le nombre de connexions qu'on a, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, pouvoir augmenter le nombre de connexions que peut avoir un nœud public qui peut servir les autres nœuds, là c'est important. Et dans Erlay, en gros, il va y avoir Guillaume, tu as parlé du low fan out. Donc en fait, le low fan out, c'est un mode de diffusion qui est en gros l'ancien mode de diffusion
Et les gens qui feront du low fan out, ce seront systématiquement les nœuds publics qui feront du low fan out avec leur connexion sortante. Donc c'est une manière de faire propager très rapidement les transactions dans le réseau des nœuds publics, là où on se permet de les faire se propager plus lentement quand on parle des nœuds privés. Donc par exemple, tu parlais de la latence sur le réseau et des problèmes de sécurité que ça peut déclencher. Donc il faut savoir que le paramètre de sécurité dans le réseau Bitcoin au niveau de la latence, c'est la latence de diffusion des blocs. La diffusion des blocs, elle n'est pas modifiée. Donc les blocs ils sont toujours propagés de la manière la plus bourrine possible parce que c'est trop important pour la sécurité du réseau. Donc il n'y a aucun compromis qui est fait là-dessus. Euh, et en fait, le fait que tu n'aies pas toutes les transactions pourrait potentiellement ralentir la diffusion du bloc. C'est ça le raisonnement qui peut être fait, c'est de dire oui, mais en fait, comme avant de propager un bloc, je dois le valider. Si j'ai pas toutes les transactions du bloc, il faut que je les demande et après, une fois que je les ai demandées, il faut que je les valide et après seulement je peux commencer à rediffuser le bloc. Donc on pourrait se dire que le fait de ralentir la diffusion des transactions va ralentir la diffusion des blocs. Mais en fait, ce qui compte, c'est la diffusion des blocs entre mineurs. Et donc en fait, le bloc, les transactions comme elles sont diffusées tout aussi rapidement dans le réseau public des nœuds, eh bien en fait, les blocs vont très rapidement arriver aux mineurs via le réseau des nœuds publics, qui eux auront les transactions très très rapidement, puisqu'ils les ont déjà, puisque eux ils font du flooding. Donc en fait, même si c'est là que c'est un peu bizarre, hein, même si effectivement une transaction va mettre plus de temps avec Erlay à être diffusée dans tout le réseau, mais en fait c'est pas trop grave au niveau de la sécurité en pratique, parce que les mineurs sont connectés à peu près aux mêmes nœuds en fait. Et ces nœuds-là, eux, ils ne pratiquent beaucoup moins la réconciliation, puisque dès qu'ils ont des connexions sortantes, eux, ils vont pratiquer le flooding. Donc effectivement, bourriner. Euh, et donc du coup, en fait, sur la sécurité du réseau, c'est un impact relativement faible, voire même ça l'améliore. Donc voilà, c'est en gros, c'est compliqué quoi. C'est- Mais j'ai pas compris ça. En fait, s'il y a une distinction, Hurley, c'est uniquement pour les connexions sortantes, Non, en du fait, coup. Harley, c'est pour toutes les connexions entre les nœuds, sauf les connexions sortantes des nœuds publics. Ah, et sachant ce qu'on appelle un nœud public, c'est un nœud qui accepte les Écoute, connexions entrantes. qui accepte les connexions entrantes, mais du coup, Ok, il ne va d'accord. pas faire de diffusion en flood avec ses connexions entrantes, parce que sinon, ça va lui coûter une blinde en bande passante. Donc, il ne fait du flood qu'avec ses connexions sortantes. Donc, c'est 8 paires à lui. D'accord, donc c'est-à-dire si j'ai 8 paires qui sont en connexion sortante et 38 paires qui sont en connexion entrante, Ouais, en fait, je fais du flood que vers les 8 c'est ça. avec lesquels je suis en connexion sortante. Ok, Ouais, d'accord. j'avais dit le contraire à l'entonnoir du Bitcoin, donc je m'excuse pour l'erreur, mais j'ai Ouais, vérifié. c'est facile de se planter entre les- Voilà, mais c'est en fait l'objectif étant d'économiser la bande passante, principalement des nœuds publics, pour que justement les nœuds privés puissent facilement avoir accès aux nœuds publics. Et bien du coup, évidemment, c'est pas sur les connexions entrantes qui sont quasi illimitées pour un nœud public, enfin très très, il y en a beaucoup plus. C'est pas sur ces connexions-là qu'on va faire du flooding. Voilà. Je te vois lever la main, Guillaume, donc vas-y. Non, mais c'est super intéressant en vrai. Merci pour l'explication. Du coup, j'ai une question pour toi. Euh, Admettons que tu es un mineur, du coup, tu es un mineur au Guatemala. Tu utilises Hurley parce que voilà, tu as besoin de réduire ta bande passante, etc. Est-ce que du coup, euh, vu que tu as plus de latence sur la propagation des transactions et donc potentiellement sur la propagation des blocs, est-ce que du coup, ce retard-là, euh, ces 3 secondes de décalage avec un mineur qui, lui, n'utilise pas Hurley, peut impacter tes chances de miner un bloc, parce que du coup, tu as 3 secondes de retard sur la recherche du bon bloc, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Bah, en fait, tu vas être connecté à des nœuds publics en tant que mineur, tu vas te connecter à des nœuds qui, eux, sont publics. Et c'est, en fait, faut voir, enfin, je pense que l'image qu'il faut avoir, c'est qu'en gros, dans le réseau, dans la topologie du réseau Bitcoin, il y a deux niveaux. Il y a le niveau des nœuds publics, et qu'on appelle public dans Erlay, et il y a le niveau des nœuds privés. Et les nœuds privés, eux, ils ne vont faire que de la réconciliation. Et ils sont potentiellement un petit peu connectés entre eux, mais normalement, non, ils sont juste connectés avec le réseau public qui, lui, le réseau public, est un peu plus fortement connecté, parce que les connexions sortantes du réseau public se font au sein même du réseau public. Euh, et donc, en fait, le délai dont tu parles, c'est un délai c'est le délai de réconciliation que va faire le mineur avec les,
avec les nœuds publics. Mais en fait, c'est ça qui est un peu bizarre. Enfin, là, tu parles d'un solo miner, on est d'accord? Précise là-dessus. Ah non, Solo... non, admettons que tu es un gros miner, euh, mais tu vois, est-ce que le fait d'avoir ce retard-là, ça peut impacter la production de tes blocs? Normalement, non. Parce que en fait, ce qui compte pour toi, c'est de pouvoir. Enfin, en gros, ça dépend si tu valides toi-même les blocs quand ils arrivent. Parce que tu vois, moi, c'est peut-être la manière dont je vois les choses qui est incorrecte, mais dans ma tête, en tant que mineur, tu vois, tu vas scrap le même pool pour les transactions qui sont le plus intéressantes pour toi, donc celles qui vont te rapporter le plus d'argent. Si du coup, tu as 3 secondes d'avance sur ton compétiteur pour sélectionner ces transactions-là et pour créer ton bloc par rapport à lui, je me dis que du coup, tu perds un avantage concurrentiel de 3 secondes. Et du coup, statistiquement, sur le long terme, tu es plus amené à perdre qu'une personne qui n'utiliserait pas Hurley. C'est comme ça que je le voyais initialement. Alors, en tout cas, enfin, au niveau de la sécurité, ça change rien, hein, parce que en fait, ce qui compte, c'est la vitesse à laquelle tu reçois les nouveaux blocs pour la sécurité du réseau au total. Euh, Maintenant, là, ce que tu dis, en fait, c'est sur la sélection de transactions, donc potentiellement une perte de revenus due au fait que tu peux pas sélectionner de manière 100% sûre les transactions avec les frais les plus élevés parce qu'elles mettent un peu plus de temps à t'arriver, c'est ça? En gros, c'est ça. Bah, bon. J'ai envie de dire que là, le compromis, il est économique. Si la bande passante que tu économises, ça te permet d'être mieux dans tes frais, mais que tu le payes en perdant des chouïèmes de frais de transaction, c'est à mon avis un compromis qui se réfléchit en fonction de combien te coûte ta bande passante aussi et qu'est-ce que tu risques de manquer. Maintenant, je pense que le revenu que tu perds potentiellement à effectivement pas avoir les dernières transactions immédiatement, il est très très faible parce que bon, en 3 secondes, euh, c'est 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 rien quoi pour le réseau. Enfin, c'est pas grand-chose quoi. C'est t'as pas le temps, t'as pas non plus. Enfin, je veux dire à moins que tu rates la transaction qui payait, je sais pas, 8000 satoshi par byte de frais et que tu l'as manqué et que c'est à ce moment-là que tu as miné un bloc et que là tu vas perdre un petit peu, ok, mais enfin tu vois, je veux dire, ça reste c'est une perte Oui, c'est qui est quand même marginal. C'est relative. marginal. Voilà, ça paraît très très faible par rapport à ce que tu peux économiser en utilisant Airlay pour ta bande passante. Donc c'est là que le compromis y sera. Donc je pense que c'est une situation qui est individuelle et je pense que ça basculera en faveur d'Airlay en fait, à mon avis. Après là, c'est dans le cas d'un solo miner ou d'un miner qui utilise Stratum V2. On est d'accord? Yep. Ok. Puis Sinon, surtout, enfin pour finir sur ce sujet-là, surtout je vois pas tellement le rapport. C'est pas je veux dire, c'est pas forcément les transactions qui payent beaucoup de frais qui vont être sur lesquelles on va être en retard. Enfin, j'ai pas compris. C'est peut-être il y a quelque chose qui m'échappe, mais je vois pas le rapport. Je veux dire, ça peut être des transactions pourries qui payent rien aussi, et je veux dire, le désavantage est pas spécialement sur des transactions qui payent beaucoup de frais ou j'ai raté un Non, truc. le désavantage n'est pas sur des transactions spécifiques, il est dans le temps, tu vois, c'est-à-dire que euh, pour miner un bloc, il faut 10 minutes, d'accord, en moyenne. Mais du coup, si tu as constamment 3 secondes d'avance comparé à ton compétiteur, mon idée, c'était que sur le long terme, bah, du coup, potentiellement, tu vas moins gagner avec un hash rate proportionnel que la personne qui chope ces 3 secondes d'avance-là pour commencer à miner son bloc. alors là, par contre, Mais il n'y a aucun impact en fait. Vraiment, il y a aucun impact. Les 3 secondes dont tu parles, c'est un délai de propagation de transaction, pas de bloc. C'est là que c'est subtil. Il faut vraiment la propagation des Oui, mais blocs. du coup, avant de recevoir, parce que aujourd'hui, c'est les poules qui créent les blocs. Oui, Donc, si la poule, elle reçoit ces transactions-là 3 secondes avant une autre poule, d'accord? Peu importe, mineur, ouais. poule. Du coup, forcément, elle va pouvoir commencer à miner sur ce bloc 3 secondes Non, avant l'autre. non, elle commence sans les non. transactions. Elle commence soit avec un bloc vide, soit elle commence avec un bloc qui a déjà Mais, d'autres transactions qui mais par n'ont contre, pas été confirmées. Ce que dit Gigi, enfin, c'est ce que tu disais, Panta aussi tout à l'heure, mais Gigi, tu as raison aussi, c'est sur la sélection des meilleures transactions qui arrivent, en fait. Tu auras un Voilà, là-dessus, t'as vu. minuscule retard là-dessus, et c'est possible que tu mines ton bloc, en fait, alors que le collègue à côté, il était en train de miner, mais il avait une transaction qui était super grosse dans le bloc qu'il était en train de miner.
Mais c'est actuellement, comme t'es pas sur un marché de frais, ça doit être ridicule ce que tu perds. Enfin, c'est ce que je comprends moi, mais je sais pas. Alors, est-ce qu'on tient bien compte de ce qu'on a dit juste avant, du fait que quand on est un nœud public, entre guillemets, donc listening, en fait, on est toujours dans un réseau de flooding, si j'ai bien compris. Donc, du coup, est-ce que c'est Moitié. vraiment un sujet, à moins qu'on mine avec un nœud privé, qui n'est pas listening, qui a que des connexions sortantes, mais je pense que c'est quand même, Ça, je pense ça que change c'est pas pas le cas le grand-chose. plus courant. Ouais. Ça change pas grand-chose parce qu'en fait, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que même si effectivement, en moyenne, une transaction va mettre plus de temps à se propager dans le réseau, en moyenne, c'est le cas, ça veut pas dire que en médiane, c'est pas le cas. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est la manière avec laquelle on calcule une moyenne sur un temps de propagation. Un temps de propagation, c'est une valeur qui est positive de base, donc de toute façon, une moyenne, elle est biaisée vers le haut. C'est-à-dire que la moyenne, elle est super. Enfin, par exemple, plus de la moitié des transactions seront propagées en moins de temps que le temps moyen. D'accord? C'est pas parce que c'est la moyenne que c'est la même chose qu'une médiane, surtout quand on est sur des quantités comme ça. Et, euh, et là, en fait, ce qui est un peu bizarre, c'est que oui, il y a peut-être certaines transactions qui, par malchance, vont mettre beaucoup plus de temps à se propager dans le réseau, parce qu'elles seront propagées que par des nœuds, par réconciliation, Ok, mettons. ok, je viens de comprendre. Et donc, mais en fait, la majorité des transactions, ça va être extrêmement rapide, parce qu'en fait, la transaction, elle va arriver dans le nœud, dans le réseau des nœuds publics. Les nœuds publics, ils vont se les flouder entre eux. Et donc, en fait, quasiment tout le monde aura en une ou deux réconciliations récupéré une très grande proportion des transactions. Et potentiellement à la quasi même vitesse que en fait le flooding, puisque le flooding, il se fait encore dans une partie du réseau qui est la plus connectée des parties du réseau. Voilà. Et donc effectivement, en moyenne, ça peut augmenter parce que certaines transactions vont peut-être mettre beaucoup plus de temps, mais en fait, dans la majorité des cas, ce ne sera pas vrai, quoi. Et Enfin, aussi, je ne sais pas si c'est quelque chose de clair, mais quand on parle de 3 secondes ou 6 secondes ou voilà, de propagation, ça veut dire quoi? Ça veut dire entre le moment où l'expéditeur broadcast sa transaction à ses pairs à lui et entre ce moment-là et le moment où tout le monde, absolument tout le monde, 100% du réseau, a vu sa transaction, ou alors il y a une autre définition bah justement, en de ça. fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que en fait, je pense que c'est une genre de moyenne qui est calculée. Mais normalement, il faudrait effectivement préciser, de dire bah, c'est 3 secondes pour 50% du réseau, par exemple, ou Ouais. des choses comme ça. Et encore 50% du réseau, ce que je veux dire, c'est que aussi tous les nœuds, alors c'est bon, je dis ça, c'est peut-être pas très halal, j'en sais rien, mais tous les nœuds se valent pas forcément. Exactement. C'est-à-dire Mm. que des nœuds privés à la con, qui soient au fin fond, voilà, avec très très peu de connectivité, aient notre transaction, ou que des mineurs aient notre transaction, ça n'a pas la même valeur en fait. C'est ça, Enfin, exactement. je crois, hein. En fait, un point que je sais plus comment il s'appelle, le type qui code Erlay, il le dit dans une présentation. Il dit en fait, ce qui est marrant, c'est que quand on parle des mineurs, et ben, en pratique, la transaction se propage plus vite pour les mineurs, parce que les mineurs, ils sont connectés, ils sont hyper connectés au réseau public qui continue de faire du flooding. Donc en fait, ça, font du flooding, mais en plus de ça, ils sont moins emmerdés par la bande passante que prennent les nœuds privés. Donc en fait, c'est pas dit que le mineur, il est pas sa transaction, il est pas les mêmes transactions que tous les autres mineurs plus vite en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas clair en fait. On peut pas dire de manière. C'est pour ça qu'on peut pas estimer la perte de revenus s'il y en avait une liée au fait de ne pas avoir les toutes dernières transactions ou qu'il y en ait qui les aient 3 secondes avant. Parce que en fait, ça c'est en moyenne. En fait, au niveau individuel, ce sera différent et puis même en fait, dans la majorité des cas, en fait, les mineurs, c'est effectivement pas le petit nœud privé qui, je sais pas, a décidé de se connecter à certains nœuds qu'il connaissait et qui sont en fait pas vraiment bien placés dans le réseau public, tu vois, ou des choses comme ça. C'est ça qui est un peu compliqué. Donc bon, qu'on peut pas dire en fait, parce qu'on connaît pas la structure du réseau précisément, mais c'est vraiment dérisoire, hein, je pense, la perte de revenus potentielle sur les frais de minage dans les transactions, c'est vraiment dérisoire. Ce qui compte, c'est que les blocs, eux, par contre, soient propagés le plus vite possible, et ça, c'est toujours le cas en fait. Et c'est vraiment ce qui compte, ça. Parce que là, pour le coup, si tous les mineurs n'ont pas euh, connaissance du dernier bloc le plus rapidement possible, là, il y a une réelle perte de revenus qui est effectivement liée au fait qu'ils peuvent pas miner
le bon bloc à ce moment-là, et en plus de ça, ça diminue la sécurité du réseau. Donc là, c'est vraiment important que les blocs soient propagés très vite, et il n'y a aucun changement sur la propagation des blocs dans Airlay. Les blocs, c'est toujours pareil. D'ailleurs, les blocs, il y a 10 connexions et pas 8 pour que ça aille encore plus vite. Et du coup, en fait, si je devais aller au bout de la réflexion, du coup, ça serait limite plus bénéfique théoriquement pour le réseau s'il y a un mix entre les gens qui utilisent Hurley et ceux qui n'utilisent pas. Parce que du coup, le fait d'avoir ces nodes, comme tu dis, qui sont hyper connectés, etc., ça laisse bénéficier aux gens qui ont Hurley de pouvoir faire ce qu'ils font en utilisant moins de bande passante, etc., tout en continuant à faire que la majorité des nodes, de toute façon, reçoivent les transactions super rapidement et ça change pas grand-chose. Si je pousse l'idée vraiment au bout, c'est ça? Bah, en fait, Airlay inclut déjà ça, parce que les nœuds hyper connectés, eux, ils continuent de faire du flooding. Donc en fait, dans Airlay, il y a deux types de propagation de transactions. Il y a le low fan-out flooding, low fan-out dont tu as parlé, qui est en fait du flooding, mais juste entre nœuds publics vers les connexions sortantes des nœuds publics. Et il y a le reconciliation set, qui est un autre mode de diffusion de transactions, qui est là pour tout le reste. Donc, c'est-à-dire les nœuds privés avec les nœuds publics et aussi les nœuds publics avec leurs connexions entrantes. Et donc, en fait, il y a déjà cet équilibre qui est recherché entre avoir de la propagation de transactions très rapide, parce qu'en fait, il faut comprendre qu'en gros, il y a un compromis entre la latence et la bande passante. C'est-à-dire qu'actuellement, Bitcoin, il fait le compromis de dire, moi, je préfère qu'on consomme plus de bande passante, quitte à pour avoir moins de latence sur les transactions. Et en gros, si on faisait du 100% réconciliation, donc c'est pas Airlay, hein. La réconciliation, c'est soit un mécanisme dans Airlay, mais Airlay, c'est un mix des deux. Mais si on faisait 100% de réconciliation, on aurait beaucoup plus de latence, mais par contre, on aurait beaucoup moins de consommation en bande passante. Et donc, en gros, Airlay, c'est de dire, bon, bah, ok, ce qu'on propose, c'est de faire un mix des deux. On va avoir du flooding qui consomme de la bande passante avec les nœuds publics vers leur connexion sortante, afin que ça limite pour eux la bande passante que ça va leur cramer en flooding pour accélérer pour diminuer la latence du réseau. Et puis bah, tout le reste, on le fait en réconciliation pour économiser en bande passante, même si ça donne un peu plus de latence. Mais en fait, comme il y a un bon équilibre, une bonne connaissance de la structure du réseau Bitcoin, de sa manière avec laquelle il est connecté, bon, en fait, c'est un compromis qui n'a pas vraiment d'inconvénients, hormis, effectivement, en moyenne, peut-être un peu plus de latence sur les transactions, mais en moyenne, ce qui, ce qui est juste une moyenne, en fait. Ça ne veut pas dire que... voilà, ça veut dire qu'il y aura quelques transactions potentiellement qui vont mettre très longtemps, mais ça ne veut pas dire que la majorité des transactions ne va pas se diffuser, voire plus vite potentiellement que les transactions en flooding. Ok. Je veux pas qu'on monopolise non plus toute la discussion sur la latence. Du coup, j'ai une question pour toi par rapport à ce que tu viens de dire. Si du coup, Hurley, finalement, c'est un hybride entre le low fan out et la réconciliation, et que finalement, c'est quelque chose avec lequel on est déjà familier, pourquoi alors BIP 330 n'est toujours pas activé sur Bitcoin? En fait, il n'y a pas de réconciliation actuellement sur le réseau Bitcoin. Dans le réseau Bitcoin, actuellement, on ne fait que du flooding. Il y Non, a donc je sais, je demande plus en mode, tu vois, pour tout le monde, si on connaît un peu comment ça marche, et si c'est entre guillemets aussi simple que ça, si c'est juste une question de faire un hybride, pourquoi ça n'a pas été activé il y a 2 ans? C'était plus ça la question. c'est le problème, c'est de coder la réconciliation. C'est que la réconciliation, elle va utiliser des primitifs cryptographiques un peu plus développés. Donc il faut les coder, il faut les vérifier, et après il faut que le protocole de message pair à pair il soit bien foutu pour que ça fasse le job. Voilà, c'est des questions Ah. techniques en fait. Ok, mais vous Justement, branlez quoi du coup alors les codeurs là? Parce que bon, les codeurs, cypherpunk code et tout, mais vous êtes où du coup? Bah ils bossent. Enfin c'est on est là en train de boire de la poire armagnac, et alors? voilà. Les gars, moins de discussions de AB, je sais pas quoi, là, plus de Active Early, les gars. Non, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de codeurs, ils sont sur Tarot pour faire joujou, et du coup, ça impacte le reste. Allez, C'est un peu dommage. On y obligé. perd. Non, mais par contre, il y a un point là sur ça. Enfin, c'est peut-être lié au fait que ça n'a pas été déployé. Et ce que tu viens de dire, Panta, sur les primitifs cryptographiques que ça utilise, c'est un point. Alors, j'ai vu que ça a été soulevé parce que j'ai survolé un petit peu les peer review club sur le sujet, et j'ai vu qu'il y a des gens qui soulèvent ça, mais j'ai pas l'impression que le problème a été vraiment adressé. C'est
est-ce qu'il n'y a pas un trade-off aussi en termes comment dire, de consommation de CPU? Ça, je me rends pas compte en fait des opérations qui sont effectuées et de ce que, par exemple, est-ce que c'est consommateur de CPU, consommateur de mémoire? Et c'est-à-dire qu'on ferait aussi un trade-off sur la bande passante, on consommerait moins de bande passante, mais par contre, on aurait besoin de plus de CPU. Peut-être. Enfin, j'ai vu qu'il y a des gens qui se posaient la question. Après, Non, c'est tout à voilà, fait vrai et simplement c'est comme ça. discuté dans le papier. C'est vrai, c'est D'accord, dans le discuté dans papier, le c'est papier. adressé. Ok. Mm. Et il y a effectivement besoin de trouver les paramètres optimaux. On en discutera quand on parlera de la réconciliation. Il y a besoin de réfléchir à quels sont les paramètres optimaux entre combien de temps entre chaque réconciliation et quelle taille pour le sketch de réconciliation. Donc combien de... euh, ah, Enfin, en gros, plus tu fais des réconciliations régulièrement, plus tu vas consommer de la bande passante. Par contre, moins tu t'attends à ce que ça te coûte cher en compute. Tu vas pas avoir besoin, puisque si tu fais des réconciliations très régulièrement, il y a peu de chances que les transactions que tu connaisses et que ton père connaisse soient très différentes. Or, le compute que tu vas devoir faire, il dépend globalement de combien de transactions de différence tu t'attends à avoir avec ton père. Et donc, du coup, si tu fais des réconciliations très peu souvent, bah, il va falloir que tu fasses un sketch qui est plus gros pour compenser, mais donc du coup, ça va nécessiter plus de calculs. Sachant qu'en plus de ça, l'algorithme qui est utilisé pour faire pour décoder, pour retrouver les différences entre les transactions, la complexité de cet algorithme, il est au carré du nombre de la taille du sketch. Donc, du coup, si tu fais des sketchs trop gros, ça va commencer à vraiment coûter trop cher. Donc, il faut vraiment trouver un compromis entre les deux. Et en gros, l'ordre de grandeur qui a été donné, c'est de dire on fait une réconciliation toutes les 2-3 secondes et on s'attend à avoir, entre autres, une quinzaine de transactions de différence, parce qu'on sait que le réseau Bitcoin, il fait à peu près 7 transactions par seconde en moyenne. Voilà, donc après, bah voilà, enfin, je veux dire, on peut discuter de ouais, mais est-ce qu'il faut pas prendre de la marge, ouais, mais est-ce que machin, et donc là, après, tu commences à partir dans des discussions où ça devient, enfin, c'est des tests en fait, faut tester pour voir combien ça consomme en bande passante versus combien ça consomme en compute, et effectivement, il y a un compromis qu'il faut trouver. D'accord, donc pour résumer, le compromis, c'est sur la taille du set qu'on veut La taille comparer, du set et plus la le nombre de récurrence et la différences. fréquence des réconciliations. Et aussi, si j'ai bien compris, le nombre de différences, c'est-à-dire que si je compare, je dis n'importe quoi, je compare un sketch de 1000 et que sur les 1000, il y a 500 différences, enfin, je sais pas, j'ai pas les ordres de grandeur, mais on va dire que c'est Ça beaucoup. va être la merde là, mais on est d'accord. Ouais, et là, ça va coûter, là, ça veut dire que ça va coûter très cher, ça va coûter beaucoup plus cher que s'il y a 5 différences, du coup, En fait, c'est ça? globalement, tu prends le nombre de différences, tu le mets au carré et D'accord, tu et obtiens ça à peu donne près le ouais, prix en proportion, tu vois. C'est le d'accord. score. Et en gros, si tu fais des réconciliations plus fréquentes, bah, du coup, tu t'attends à avoir une différence moins importante, donc tu peux faire des sketchs qui sont plus petits. Donc ça va te coûter moins de compute. Mais comme tu fais des réconciliations plus souvent, bah, ça te coûte plus en bande passante. Et la taille du sketch, je sais pas, alors j'ai pas vu exécuter quelque part. Globalement un sketch, ça va être par exemple tout ce qu'il y a dans ma mempool, ou C'est le c'est sketch, des c'est sous-ensembles, il y a des moyens de non, c'est calculer. Non? uniquement les transactions pour lesquelles tu n'es pas sûr que ton père les a aussi. Ça veut dire par exemple toutes les transactions qui m'ont été envoyées par le père A, c'est pas la peine que Ouais, je les mette dans le sketch parce qu'il me les a envoyées, donc je sais qu'il les a. exactement, C'est ça l'idée, d'accord. Mais ça exactement. veut dire, est-ce que ça veut pas dire que en termes de code, il y a une complexité aussi? Parce que il me semble que avant, on tenait pas compte de la provenance. Tout Euh, à fait. Non, non, c'est pour il ça y que a c'est ça aussi, compliqué. ouais. Ouais, D'accord. il faut maintenir un ensemble de transactions que tu comptes diffuser à ton père s'il n'en a pas connaissance. Et la réconciliation te permet de savoir s'il en a connaissance Et ça veut dire, ok, ça veut dire qu'il faut que je maintienne un certain nombre d'informations par entre paire. guillemets contextuelles par Ouais. paire et pour chaque transaction, c'est-à-dire pour chaque paire, pour chaque transaction, Non, juste est-ce que- par paire, tu retiens juste juste par les paire, d'accord. transactions. Mm. Ok, Et il y a un salt aussi par paire qu'il faut ajouter. Enfin bon, bref, après, il y a une manière d'indexer les transactions pour faire le sketch. d'accord. Donc Aussi, je voulais dire, effectivement. ouais, vas-y, je sais pas si tu as autre chose à dire sur ça, mais moi, je voulais dire pour le flooding, Guillaume, quand tu en as parlé, tu as dit qu'en gros, on était très très bourrin et qu'on s'envoyait des transactions même si on les avait déjà. En fait, pour être très précis, ce qu'on s'envoie, c'est ce qu'on appelle des inv messages, des inventory messages.
Donc en fait, auparavant, dans les premières années de Bitcoin, effectivement, tous les nœuds s'envoyaient, diffusaient toutes les transactions qu'ils recevaient brutes de décoffrage, c'est-à-dire je reçois une transaction, ah bah du coup je la diffuse à tous mes voisins, la totalité de la transaction. Et donc ça coûtait 300 gigabytes par mois. Voilà, donc ça n'allait pas du tout. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est une amélioration légère où en fait ils ont dit, ok, maintenant plutôt que d'envoyer directement à chaque fois toute la transaction à tous mes pairs quand j'en ai connaissance, bah, je vais d'abord leur envoyer un message avec un env message, donc un message avec juste le hash de la transaction. Et s'ils ne connaissent pas la transaction, ils me renvoient un message pour me dire, ouais, je veux la donnée associée à ce hash parce que je la connais pas. Et là, tu envoies la transaction complète. Et donc en fait, maintenant, aucun envoi de transaction euh, complète n'est en trop, en fait. C'est pour ça que je dis que c'est une partie qui est incompressible. En revanche, actuellement, le problème, c'est que on envoie autant de gigabytes en transaction qu'en message d'annonce d'inventaire. Juste c'est-à-dire pour dire aux autres que tiens, j'ai eu connaissance de cette transaction qui a cet identifiant, et ben rien que ces messages-là, ça consomme autant que les transactions qu'on s'envoie les uns aux autres. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une réduction de 40% de la bande passante, parce qu'on réduit quasiment à néant la quantité de messages qu'on s'envoie pour s'annoncer qu'on est conscient qu'on connaît certaines transactions. Et donc c'est pour ça qu'on parle de 40%, parce que ça représente à peu près 40% de l'usage de la bande passante aujourd'hui. Et voilà. Et donc du coup, effectivement, le système, c'est ce système de réconciliation qui permet de savoir quelles sont les transactions que l'un et l'autre, on ne connaît pas de l'un et l'autre. Donc après, je sais pas s'il y a d'autres questions, mais on va peut-être commencer un petit peu à expliquer comment ça marche, les histoires de sketch. Est-ce que quelqu'un a une question? Ok, bon. Alors ouais, moi j'avais peut-être une question sur, mais je sais pas si c'est le bon moment pour en parler, sur l'activation. Ouais. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est déjà en place? Est-ce qu'on peut le mettre sur notre nœud actuellement? Ça en est où? Alors, c'est du layer 0, comme avait dit Guillaume au début, c'est-à-dire que c'est pas du layer 1, il n'y a pas besoin de consensus sur ça. En fait, ce qu'on a besoin, c'est juste de s'envoyer des messages, on a juste besoin de respecter le protocole, mais on n'a pas besoin d'un consensus global sur les messages qui sont envoyés. On a juste besoin d'être d'accord sur les formats des messages et la manière qu'on a de se les envoyer. Donc, par exemple, c'est ce que j'ai raconté sur le flooding qui au début étaient les transactions complètes à chaque fois, puis ensuite les messages inventaires. Là, par exemple, bah, ça s'est fait sans soft fork, sans hard fork. C'était juste, bah, les nœuds annonçaient qu'ils supportaient cette nouvelle version du protocole, et donc ils pouvaient commencer à s'envoyer de nouveaux types de messages. Et bah là, c'est pareil. En gros, ton nœud, quand deux nœuds se connectent, ils s'envoient leur version de protocole qu'ils supportent, de protocole pair à pair. Comme par exemple, quand tu as un nœud qui est non SegWit, il a une version de protocole pair à pair qui est différente d'un nœud SegWit. Parce que dans SegWit, il y a aussi des modifications du protocole pair à pair, en plus du fork derrière. Bon, bah là, ce serait une nouvelle version qui serait mise dans les versions que s'envoient les nœuds pour se signaler quelle version du protocole ils supportent. Et si la version match celle d'Erlay, bah là, ils vont commencer à utiliser les primitives d'Erlay, les messages formatés de Erlay. Et donc, il suffit juste qu'après, ce soit codé de manière compatible, quoi. Donc, normalement, c'est beaucoup plus facile à activer parce qu'en fait, il n'y a pas d'activation à avoir. Il n'y a pas besoin que tous en même temps, on se mette à utiliser Erlay. En fait, il suffit simplement juste que, que l'on commence à déployer une release de core avec Erlay dedans, quoi, qui est supporté. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Exactement, merci beaucoup. Nickel. On parle BCH? Allez, c'est parti. Alors, comment ça marche la réconciliation? En fait, ça marche un petit peu comme les checksums qu'on utilise dans les adresses SegWit. Voilà. En gros, pour la faire très très simple, puis on va aller dans les détails après. Dans SegWit, les adresses, les Bech32, Bech32M, il y a ce qu'on appelle une checksum. Il y en a aussi dans les types d'adresses précédentes, mais ce sont des checksums qui sont bien plus élémentaires. Là, c'est une checksum un peu plus évoluée qu'il y a dans SegWit. Et en gros, ça utilise l'arithmétique des polynômes. Et cette checksum, eh ben, elle sert à vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur dans l'adresse. Eh bien, dans la réconciliation, ce qu'on fait, c'est qu'on va coder les transactions sur des entiers de 32 bits et on va les mettre les unes à la suite des autres dans un ordre bien particulier, bien défini, certainement par exemple la valeur de l'entier en question, et on va envoyer la checksum qui correspond à cet ensemble d'entiers. Et l'autre personne va aussi prendre son ensemble de transactions qui était en attente, il va calculer
cette checksum de la même façon et il va comparer les deux checksums entre la sienne et celle qu'il a reçue de son père lors de la réconciliation. Et la beauté des checksums qui sont utilisées comme dans SegWit, c'est qu'elles sont capables de dire où sont les erreurs. S'il y a un nombre limité d'erreurs, dans SegWit par exemple c'est 4. Si on a fait moins de 4 erreurs à la saisie dans SegWit, eh bien la checksum, on peut, à partir du fait que ça ne matche pas, on peut calculer où seraient les erreurs qu'on a commises, s'il y en a moins que 4. Et donc là, c'est exactement pareil. Le père qui reçoit la checksum de l'initiateur, il regarde la checksum qu'il a reçue, il regarde la checksum qu'il a, il regarde la différence, et il peut trouver où est-ce qu'il y a des erreurs entre les deux ensembles de transactions qui sont censés chacun avoir. Ce qui lui permet en fait de dire, en les corrigeant, ces erreurs, ça lui permet de dire, ah ben du coup, ce qu'il me manque, c'est la transaction qui a tel numéro chez toi, et moi, il faut que je t'envoie la transaction qui a tel numéro. Parce que ce sont des erreurs que j'ai pu détecter en comparant les checksums. Et donc c'est comme ça que on va réussir à savoir quelles sont les transactions qui me manquent et quelles sont les transactions qui manquent à mon père alors qu'on ne sait rien envoyer pour l'instant, hormis les checksums. On ne sait pas envoyer les transactions directement. Donc voilà, le principe de base, c'est vraiment ça. Et donc quand je dis que ça utilise les checksums de SegWit, c'est que c'est vraiment la même chose. C'est ce qu'on appelle effectivement les codes BCH. Euh, Peut-être que ça peut être pas mal que je réexplique parce que j'ai fait dans l'interview que j'ai fait avec Loïc, j'avais effectivement passé un peu de temps à expliquer le principe d'une checksum. Je sais pas si c'est Si nécessaire. tu peux nous refaire l'analogie des cibles et des fléchettes, ça serait superbe. Ok, alors donc imaginons que moi j'ai un nombre à transmettre et ce nombre c'est 0 ou 1. Donc mettons que je veux l'envoyer à Loïc. Et donc je lui envoie, je sais pas, mettons que c'est 0, donc je lui envoie 0, et il sait que c'est 0. Super. Mais admettons que en fait, je puisse faire une erreur quand j'envoie mon nombre. Et donc par hasard, le nombre il soit inversé. Si j'envoyais 1, ça envoie 0 à la place. Et si je voulais envoyer 0, ça envoie 1 à la place. Comment Loïc peut faire pour savoir qu'il y a une erreur? Si je lui envoie juste un 1 ou un 0, il peut pas savoir. Mais par contre, si à la place, je lui envoie ce qu'on appelle le message plus ce qu'on appelle un bit de parité, c'est-à-dire la duplication du message que je voulais envoyer, là, il va pouvoir commencer à déterminer quelque chose. C'est-à-dire que si je voulais envoyer à Loïc un 0, je peux lui envoyer 0, 0 à la place. Et donc, si jamais je fais une erreur, ça fera 0, 1 ou 1, 0. Mais du coup, Loïc, il va pouvoir dire, ah bah non, normalement, c'est censé être les deux mêmes, donc il y a une erreur. Donc là, c'est déjà, donc Loïc peut pas corriger l'erreur, mais déjà, il peut détecter qu'il y en a une. Mais si maintenant j'envoie carrément 2 bits de parité, enfin j'envoie 3 fois le message que je voulais envoyer, et bien là, Loïc il va pouvoir commencer à savoir, s'il y a une erreur qui est faite, il va commencer à savoir où elle est. Donc par exemple, si je voulais envoyer 1, j'envoie 3 1 à la place, et mettons qu'il y a une erreur qui se produit, donc ça fait, je sais pas, 1 0 1. Loïc il reçoit 1 0 1, et il se dit, bon, il y a 2 1, donc normalement la vraie valeur c'est 1 1 1, donc c'est 1. Et donc il peut corriger, il sait que le 0 c'est une erreur, et il peut corriger et mettre un 1 à la place. Il est fort, Évidemment, voilà, il est très fort Loïc. Mais Ouais, je évidemment, maîtrise bien la théorie de c'est- l'information. voilà, ouais, on va en parler. Ouais. Mais évidemment, si je fais plus qu'une erreur, on va pas s'en sortir. Si par exemple c'est 1 0 0, Loïc il va se mettre à corriger en disant l'erreur c'est le 1 et donc c'est 0 0 0 et il s'est trompé, mais c'est parce que j'ai fait 2 erreurs à la place d'une. Et en gros, ces codes correcteurs d'erreurs, ça correspond à des bits qu'on s'envoie en plus pour corriger les éventuellement erreurs sur les bits qu'on était censé s'envoyer au départ. Et en gros, c'est une théorie une théorie de l'information qui a été développée par Claude Shannon sur les canaux de communication, où effectivement il a donné un cadre mathématique pour quantifier l'erreur que tu peux avoir dans un canal bruité et savoir quelle quantité de texte, de bits il va falloir ajouter pour pouvoir compenser cette erreur. Et donc, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que, en gros, là, dans ce que j'ai donné avec les exemples des 0 et des 1, c'est qu'en gros, on va ajouter des dimensions supplémentaires euh, à mon message. Donc, c'est-à-dire, à la place d'envoyer juste un 0 et un 1, maintenant j'en envoie 3. Donc, il y a 2 dimensions en plus, en fait, sur lesquelles je peux jouer.
Et en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est bon, bah, il y a des valeurs qui sont valides. Par exemple, là, dans le cas que j'ai décrit, c'est 3,0 ou 3,1, c'est les deux seules valeurs qui sont valides. Et puis toutes les autres, c'est des valeurs invalides. Mais dans certains cas, voilà, je sais qu'il y a des. Je peux regarder quelle est la valeur valide la plus à proximité, la plus proche, pour déduire quelle était la bonne valeur. Donc c'est là que je parle de cette analogie avec les cibles. C'est-à-dire que c'est comme si en fait on rajoutait de l'espace dans notre message, que notre message c'était seulement quelques valeurs, quelques points dans l'espace, mais que en gros, quand on fait des erreurs, ben, on va tomber un petit peu à côté, mais dans, pas très loin de notre cible, mais pas au milieu. Mais du coup, on va quand même pouvoir dire, bon bah en fait, la bonne valeur, c'était celle-là. Donc on va pouvoir se retrouver la valeur la plus proche qui est valide, et c'est pour ça que je parlais de cible dans un espace abstrait. Bon, et maintenant, si on fait trop d'erreurs, bah, c'est comme si on sortait de la cible, c'est comme si on allait tellement loin de notre cible parce qu'on fait tellement d'erreurs, et ben en fait on tombe sur une autre cible et là bah, on ne peut pas corriger l'erreur. Et donc ça, voilà, il y a des manières très précises de quantifier combien il faut ajouter d'espace, combien il faut ajouter comment on peut corriger en fonction du nombre d'erreurs qu'on s'attend à avoir. Donc comment quantifier le nombre d'erreurs attendues, comment quantifier l'espace à ajouter. Et en gros, les codes BCH, ce sont des codes qui sont presque optimaux en fait pour ça. C'est-à-dire que Claude Shannon, la théorie qu'il a développée, elle donne des valeurs minimales. C'est-à-dire il faut au moins ça pour pouvoir s'en sortir. On sait que si on a moins, on ne pourra pas s'en sortir. Donc on sait que globalement, il va falloir ajouter tant de bits supplémentaires pour pouvoir réussir à transmettre notre message si on considère qu'il peut y avoir tant d'erreurs. Et les codes BCH, c'est des codes qui permettent de réaliser cette valeur optimale de la théorie de Shannon. Et donc ici, on utilise un code BCH, on utilise donc ces histoires de polynômes. Les codes BCH en fait, sont des codes qui sont basés sur des polynômes pour pouvoir réaliser en fait une correction d'erreur, pour pouvoir détecter quelles sont les transactions que mon père n'a pas et que moi j'ai, et inversement. Voilà, je ne sais pas si ça aide déjà un petit peu, s'il y a des questions là-dessus, ça peut être intéressant déjà de voir s'il y a des questions. Ouais, c'est très clair. J'aime beaucoup comment tu l'expliques. Ça me permet de comprendre bien la chose. C'est ce qui est utilisé aussi sur les QR codes, il me semble. Tout à fait. Sur les QR codes, il y a des codes, des codes correcteurs d'erreurs qui sont ajoutés. Donc effectivement, on retrouve ces choses-là. Et ça, c'est assez dingue, hein, puisque c'est sur les adresses BC1, du coup, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, qu'il y a ce type de checksum avec les codes BCH. Et donc, quand on vous dit que l'innovation n'est pas sur Bitcoin, nous, on a des codes BCH sur nos adresses. À côté, sur Ethereum, ils sont même pas capables d'implémenter sur tous les portefeuilles des checksums avec un H. Oui. L'innovation est bien sur Bitcoin. Ouais, et puis faut savoir que les premières checksums qu'il y avait sur Bitcoin au début, c'était pas des codes BCH, c'était juste un hash qui était ajouté à la fin. Et les codes comme ça permet effectivement de détecter une éventuelle erreur de saisie, mais par contre, ça ne dit pas comment la corriger. Alors que le code BCH, en tout cas dans les adresses SegWit dont on parle, il permet de détecter jusqu'à 4 erreurs et de les corriger. Et une fois que vous dépassez, là par contre, c'est terminé. Et en même temps, il est assez court, il est très, très compact comme code. Et ça, c'est parce Et- que il réalise l'optimal. Au niveau des lettres, ça, on peut le. Bon, on s'éloigne un peu de Harley, mais juste, si tu peux me dire rapidement, au niveau des lettres, ça correspond à quoi, les 4 erreurs, à peu près? Bah là, c'est compliqué parce que les lettres, c'est des représentations de 32 nombres, ok, de la base 32. En gros, ce que le code fait, c'est qu'il te dit, bah, je peux corriger 4 lettres sur l'ensemble de l'adresse, quoi. Je sais pas si ça t'aide, mais c'est. Ouais, En ouais, fait, exactement. Je savais pas si c'était en lettres ou si c'était en gros, le script key que tu as, tu le convertis en lettres en base 32, parce que du coup, 32, c'est bien pour convertir des octets, enfin des bytes, puisque bah, c'est des puissances de 2. Donc en fait, tu réunis les octets, les bits, les octets de ton script, tu les réunis de façon à former une base 32. Donc je pense que ça correspond à 2 octets, si je dis pas de conneries. Je crois que je dis des conneries. Non, si c'est 2 octets, ou 4, je sais plus. Et en gros, ça te donne une lettre. Ah, ça doit être 4. Parce que un octet, il y en a 8 et il faut que ça fasse 32. Donc oui, c'est 4, c'est ça. C'est 4 octets du coup. Ouais. Donc 4 octets qu'on met ensemble, ça fait une lettre de l'adresse SegWit. Dans les adresses SegWit, on rajoute BC1 au début. Le 1, c'est un séparateur, c'est pas une lettre.
Le 1 n'est pas une lettre valide en Bech32. C'est juste un séparateur pour indiquer qu'il y a le Human Readable Code qui est BC au début pour Bitcoin et après il y a 1 pour séparer. Et après, le reste de l'adresse, là, c'est le script pubkey. Et c'est pour ça, par exemple, que quand on utilise SegWit V0, ça commence par un Q en général, parce que le premier, premier octet qui sort, c'est un Toujours. 0. Voilà, puisque le début du script pubkey dans SegWit, c'est 0, dans V0. Et puis dans Taproot, c'est 1. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on trouve un P, parce que P, ça correspond à 1 dans la base 32. Et Après, ce sera Z. ouais, C'est un Z. c'est un Z, ok, très bien, voilà, t'es très bien renseigné. Et donc une fois qu'on a atteint la fin du script pubkey, qu'on a toutes les lettres pour représenter tout le script pubkey, on va ajouter des lettres supplémentaires qui correspondent à la checksum, qui est calculée sur le script pubkey. Et évidemment, cette adresse n'existe pas dans la blockchain. Ce que je dis là, c'est juste, en fait, quand on parle d'adresse, on parle juste d'une manière d'écrire un script pubkey en évitant les erreurs. Donc c'est un truc de wallet, mais dans la blockchain, il n'y a pas de checksum. Hein. Il y a juste un script pubkey. Voilà. Et donc là, on utilise la checksum différemment, puisque là, l'objectif, c'est pas de s'assurer que le texte qu'on a écrit est correct. Le but, c'est de regarder quelles sont les différences entre l'ensemble des transactions que j'ai et l'ensemble des transactions qu'a mon père. Et en fait, on utilise les deux checksums pour détecter quelles sont les transactions qui font différence dans nos deux ensembles de transactions qu'on maintient pour la réconciliation. Et en fait, donc ce que ça utilise là, c'est une forme particulière c'est des codes BCH, mais en fait BCH, c'est une manière de dire qu'on travaille sur de l'arithmétique de polynômes. Donc ça utilise des polynômes particuliers qui sont liés à ce qu'on appelle les sketchs, du coup. Et donc, en fait, on définit un truc qu'on appelle les syndromes. Voilà, c'est super. Où en fait, c'est une fonction qui prend en entrée un ensemble de messages et qui va sortir un polynôme qui peut avoir un degré arbitrairement à peu près égal au nombre de messages qu'on veut encoder. Sachant que ces messages, ils doivent faire 32 bits maximum, on travaille sur le corps de Galois de base 32, quoi, évidemment. Bon, je sais pas si après, pour ce qui est des détails donc sur les polynômes, donc je sais pas s'il faut expliquer un peu. Voilà, je sais pas ce qui intéresse les gens, mais sur comment ça marche ces trucs-là. Mais les polynômes, on peut voir quand on est au lycée ou qu'on est un peu au début du supérieur, on a tendance à se dire les polynômes, c'est des fonctions qui s'expriment comme, c'est une fonction de x qui s'exprime comme une somme de puissance de x avec des coefficients. Donc c'est vrai que ça peut ressembler à ça. Mais là, en fait, c'est la fonction polynomiale. En fait, ce qu'on appelle un polynôme, ça correspond juste à la suite de coefficients, en fait. Mathématiquement, la définition d'un polynôme, c'est une suite presque nulle. Donc ça veut dire une suite d'éléments. Et puis au bout d'un moment, tous les éléments valent 0 jusqu'à l'infini. Et en fait, on peut écrire une loi sur cet ensemble, et une loi avec une addition. Donc une addition, c'est juste l'addition des éléments les uns avec les autres. Ça correspond exactement à ce qui se passe quand on fait l'addition de deux fonctions polynomiales, des coefficients. Et on peut définir une multiplication qui correspond exactement là aussi. Et on obtient du coup un anneau. Voilà, donc ça c'est ce que je discutais juste avant qu'on commence ce space, qu'on obtient une structure mathématique qu'on va appeler l'ensemble des polynômes. Et ça correspond en fait intuitivement à ce qu'on s'imagine comme les fonctions polynomiales. Mais en fait, c'est une manière de jouer sur les symboles qui est codée avec des lois un peu particulières. Et en fait, les polynômes, on les manipule tout le temps. Par exemple, notre façon de représenter les nombres, c'est une manière polynomiale de les représenter. Si par exemple je parle du nombre 1023, quand je dis 1023, ce que vous représentez, c'est un truc qui a un 1, puis un 0, puis un 2, puis un 3. Sauf que ça, c'est une représentation de 1023 en base 10. Donc en fait, c'est comme si j'avais écrit un polynôme avec des coefficients où en fait, je prends le polynôme en la valeur 10. Et c'est juste une représentation polynomiale d'un nombre en fait, que j'ai écrit là. Et si je le représentais en base 2, j'obtiendrais 9,1 à la place. Parce qu'en base 2, 1023, c'est 1024 moins 1, et 1024 c'est 2 puissance 10, donc c'est 2 puissance 10 moins 1.
Donc c'est un peu comme si je disais un nombre qui a 10, 0, moins 1, bah, ça fait 9, 9, 9, 9, 9, 9. Bah, un nombre qui a en base qui a une puissance de 2 moins 1, bah, c'est que des 1. Donc il y a 9 1. Voilà, donc 1023, on pourrait aussi l'écrire avec 9 1 si on était en base 2. C'est une autre représentation polynomiale du même nombre, mais avec une base différente. Et en gros, quand on fait des additions de polynômes, c'est exactement comme quand on fait une addition classique, sauf qu'il n'y a pas la retenue. On ne fait pas, quand vous posez une addition comme en école primaire en général, on écrit un nombre, on l'écrit ensuite le deuxième nombre avec lequel on va additionner en dessous, et puis on additionne les chiffres, et puis quand il y a une retenue, on reporte la retenue. Bon, bah là, dans les polynômes, la retenue n'existe pas en fait. Il n'y a pas de retenue, on fait juste l'addition des deux nombres. Et quand on fait la multiplication de deux polynômes, et bah, c'est exactement pareil. On écrit les coefficients du polynôme, puis après on écrit la multiplication du polynôme, et puis on fait exactement comme on fait les multiplications en primaire. Sauf que, encore une fois, on ne fait pas de retenue. Et il n'y a pas de retenue dans les polynômes parce que c'est des fonctions, donc les choses qui se multiplient entre elles restent entre elles après. Et donc en gros, c'est une manière, c'est une manière d'écrire de faire des opérations sur des suites de nombres en fait, les polynômes. Et les nombres qui sont manipulés ici dans les codes BCH, en fait, on utilise ce qu'on appelle des corps de Galois dans BCH. Donc un corps, c'est une structure algébrique qui a une addition et une multiplication, et la multiplication, elle est inversible. Et on sait que les corps finis, c'est-à-dire les corps qui ont un nombre fini d'éléments et pas infini, parce que par exemple, un corps typiquement qui a un nombre infini d'éléments, c'est l'ensemble des nombres rationnels, par exemple. L'ensemble des nombres rationnels, tous les nombres qui sont dans l'ensemble des rationnels, bah, je peux les diviser, je peux les multiplier, sauf 0, évidemment que je ne peux pas diviser par 0. Ça, c'est une exception dans la définition d'un corps. Je peux les additionner, etc. Et j'obtiens toujours un nombre rationnel à la fin. Bon, ça fait un corps, et il y a un nombre infini de nombres dans ce corps. Mais quand on utilise quand on est en cryptographie, on travaille sur de l'arithmétique modulaire, donc c'est des nombres entiers, sauf que au bout d'un moment, on revient au début, hein, donc c'est ça qu'on parle d'arithmétique modulaire. Et en fait, on peut démontrer que quand l'arithmétique modulaire, on l'a fait avec des nombres premiers, c'est-à-dire que par exemple, c'est comme une horloge, mais à la place d'avoir 12 nombres sur mon horloge, j'en ai un nombre premier, régulièrement espacé. Et bien en fait, on peut définir la même multiplication que d'habitude sur ce type de structure est inversible. Il y aura toujours un inverse. Et donc en fait, on peut démontrer que tous les corps finis, ce sont en gros de tel genre de structure, mais sur différents axes. Et donc ça fait qu'il y a un nombre d'éléments qui est toujours une puissance d'un nombre premier. Et donc ici, pour l'informatique, ce qu'on utilise, c'est des corps qui sont basés sur le nombre premier, 2 en l'occurrence, parce que on travaille sur des bits, donc ce sera 0 ou 1. Et donc du coup, on va écrire un message comme des coefficients d'un polynôme. Donc par exemple, je sais pas, si je veux écrire, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Si je veux écrire 7 en nombre en binaire, ça va s'écrire 1, 0, 1. Parce que c'est 2 puissance oh là là, c'est 2 puissance 2 plus non, donc du coup c'est 3 1 pardon, le 7, c'est 2 puissance 2 plus 2 puissance 1 plus 2 puissance 0. Donc 2 puissance 0 ça fait 1, ça fait 1 plus 2 plus 4, ça fait 7. OK? Donc 7 en binaire, ça s'écrit avec 3 1. Bon je peux transformer ça en un polynôme en écrivant que c'est 1, c'est une fois 1 plus une fois x plus une fois x carré. Et ça fait une fonction polynomiale que j'associe à cette suite de symboles. Et en gros, on va utiliser ce type de choses pour créer ce qu'on appelle un sketch. Enfin, on va définir une fonction qu'on appelle le syndrome, qui est en fait, quand je prends un message écrit comme ça avec des 0 ou des 1, je vais créer une sorte de suite, ce qu'on appelle une série entière, où en fait on va écrire, je vais définir une fonction qui me renvoie un polynôme, et ça va être 1 plus le message fois x, plus le message au carré, parce que c'est un nombre, donc je peux prendre le carré fois x au carré, plus le message au cube fois x au cube, etc. etc. Et quand j'ai plusieurs messages, je vais me contenter de sommer simplement chaque valeur de cette fonction sur chaque message pour obtenir mon résultat. Et en gros, c'est ça qu'on va utiliser parce que ça a plein de bonnes propriétés, en gros,
quand des messages apparaissent en double dans notre ensemble de messages et consomme ces fonctions-là, ça va s'annuler parce qu'en fait, comme on travaille sur des corps finis qui ont une caractéristique 2, donc la caractéristique, c'est le nombre de fois que je dois additionner l'unité pour revenir à 0. Donc, il y a des corps de caractéristiques infinies, entre guillemets, c'est les corps classiques, genre par exemple l'ensemble des rationnels, si je fais 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, bah, je pars à l'infini. Mais par exemple, quand je suis sur un ensemble qui reboucle, qui est modulo 5, donc une arithmétique modulaire basée sur une horloge qui a 5 valeurs, bah, quand je fais 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 et que je le fais 5 fois, bah, moi, je reviens à 0. Donc on dit que c'est un corps fini de caractéristique 5, parce que là j'ai pris 5, mais là en fait on est encore en caractéristique 2. Et donc en fait il y a des choses bizarres qui se passent quand on est en caractéristique 2. C'est toute personne qui aura suivi un cours d'algèbre et d'algèbre générale dans le supérieur en maths vous dira que c'était bizarre. À chaque fois, il y a plein de théorèmes où ça ne marche pas en caractéristique 2. Bah voilà, typiquement là, c'est ce qu'on utilise, donc il se passe des choses bizarres. Par exemple, l'addition et la soustraction sont exactement équivalents en caractéristique 2. C'est la même chose, c'est littéralement la même chose. Donc c'est vraiment bizarre. Et il y a aussi des propriétés sur les carrés qui sont un peu bizarres. Par exemple, on vous a certainement beaucoup répété au collège que a plus b au carré, c'est pas du tout égal à a carré plus b carré. C'est normalement a plus b au carré, c'est a carré plus 2 fois ab plus b carré. Mais le 2 là, quand on est en caractéristique 2, il vaut la même chose que 0 en fait. Et donc effectivement, en caractéristique 2, a plus b au carré, c'est la même chose que a carré plus b carré. Donc ça va être utile par exemple dans Minisketch pour ne pas avoir à traiter toutes les puissances paires. Parce que toutes les puissances paires peuvent se déduire de puissance impaire en prenant simplement le carré de la valeur qu'on a trouvée. Et en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir, quand on va avoir créé ces ensembles de messages un peu bizarres qui sont en fait les sketchs, et ben, quand on va les combiner ensemble, on va simplement faire un XOR. Et en fait, un XOR, c'est la même chose qu'une addition ou une soustraction en caractéristique 2. Donc c'est-à-dire on regarde, on note simplement 1 lorsque les deux bits sont égaux au même endroit, et puis 0 sinon, et ça nous donne un nombre. Et quand on calcule, quand on décode enfin, quand on décode en gros ce qui est associé à ce sketch, on va pouvoir calculer une équation qui correspond aux messages qui ont généré ce sketch. Et on va pouvoir retrouver les messages qui ont généré le sketch. Et comme c'est la différence entre deux sketchs de départ, et ben en fait ça correspond exactement aux transactions qui manquent ou qui sont en trop euh, de l'un et l'autre en fait. Et donc ça fait une technique, donc voilà, une belle technique mathématique pour in fine pouvoir dire ah bah tu vois là dans le sketch que tu m'as envoyé manifestement le troisième élément bah je l'ai pas. Donc il faut que tu me l'envoies. Et puis moi le cinquième élément que j'ai et bah tu l'as pas donc je te l'envoie. Et donc du coup avec cette technique là ils arrivent à s'envoyer l'un l'autre à savoir quelles sont les transactions qu'ils n'ont pas et donc ils vont se les envoyer et après hop ils savent que maintenant ils ont fait une réconciliation, ils savent que maintenant ils connaissent exactement les mêmes transactions. Voilà. Donc je sais pas après si voilà, c'est du chinois pour beaucoup de personnes là parce que c'est un peu compliqué de parler des mathématiques des polynômes comme ça quoi parce que voilà, j'ai même pas détaillé quels sont les types d'équations que ça utilise mais voilà, je sais pas si déjà ça aide un peu à voir un peu ce qu'il y a derrière. Est-ce que des gens ont des questions là? Ouais, peut-être. Ouais, j'ai une Ouais. question. Vas-y. Vas-y, Sosten. Parce que moi, c'est une question plus générale, donc vas-y, si toi, c'est exactement sur ce qu'il vient de dire. Alors, moi, c'est plus pour essayer de. Mais enfin, c'est peut-être parce que j'ai raté une étape, ou voilà, mais c'est le lien, en fait, c'est le moment où on passe de ce que t'expliques avec des messages qu'on va additionner, etc., aux transactions. Là, nos messages, c'est quoi? C'est nos TXID, du coup? Ou Alors, c'est. donc tu prends le TXID, en fait Ouais, dans le BIP, tu prends le TXID, tu ajoutes ouais, du shell, donc du shell qui dépend de toi et ton père, ok? ouais. Et ensuite tu prends un hash qui te renvoie 32 bits, parce que un TXID, c'est le résultat d'un SHA-256, donc du coup ça fait 256 bits, ok? Ouais, Sauf que 256 bits c'est beaucoup trop, on va pas pouvoir faire des sketchs sur ça. Donc en fait, on prend le hash, on prend du cell. En fait, c'est même pas le hash qu'on prend, c'est le witness
le Witness Transaction ID. Hein, c'est le WTX ID. Hein. Ouais. Tu prends du sel, tu combines ça et tu calcules un hash qui ne fait lui que 32 bits et pas 256 comme SHA-256. Et ça forme un message. D'accord. Ça forme Ok. un message et après en fait la fonction que tu calcules qui est bizarre pour faire le sketch, ça te fait un nombre. Du coup, c'est un nombre sur 32 bits, entre 0 et 2 puissance 32 moins 1. Donc ce nombre-là, tu peux l'additionner aux autres messages, donc les autres transactions. Ok, c'est un nombre, Ouais. donc je peux faire une addition. Donc tu prends la somme de tes nombres là que tu as trouvé pour les transactions, puis après tu prends ces nombres, tu les mets au cube, puis tu additionnes les cubes. Puis après, D'accord. tu les mets puissance 5, puis tu additionnes les puissances 5. Puis après, tu les mets puissance 7, tu additionnes les puissances 7, etc., etc. Et à chaque fois, tu obtiens un nombre à la fin. Et tu envoies la série de nombres que tu as obtenus. Et c'est ça ton sketch, en fait. Et tu vas jusqu'à du coup, tu vas jusqu'à quelle puissance? Tu vas jusqu'à Et la c'est puissance de ton corps fini, enfin l'ordre. la puissance du nombre de transactions. La puissance jusqu'à laquelle tu vas, c'est le nombre de transactions que tu t'attends à avoir de différence avec l'autre. Attends, le nombre de transactions de différence que tu t'attends à avoir avec l'autre. Ouais, Donc tu as quand même une, comment dire, t'as quand même une forme de, je sais pas comment dire, mais tu es obligé d'avoir une forme d'estimation quand tout même, à fait. de dire ok avec ce pair-là. Alors là, je suis curieux de, faut vraiment que je lise le BIP ou voilà, parce que je suis curieux de savoir comment ils estiment ça. C'est par rapport à la fréquence, j'imagine, des réconciliations ou par rapport au nombre total de transactions. Tu te dis ok, alors Donc, en lui, fait, il y a plusieurs choses. En ouais, fait, déjà, au début, tu as une valeur par défaut. Ok. Et puis après, si jamais tu n'as pas fait un sketch qui est assez gros, l'autre va le savoir. Il y a des équations de vérification qui vont échouer, et l'autre va savoir que le sketch est pas assez gros, en gros. Et donc du coup, il va demander une extension. Il va te dire, est-ce que tu peux multiplier par 2 la taille du sketch que tu m'as envoyé, s'il te plaît, pour que je puisse essayer d'avoir quelque chose qui me dise qu'est-ce qui nous manque là. Donc s'il te le demande, tu envoies une extension. Donc ça fait plus gros. Et au bout d'un ok, moment, on arrive. Et si ça échoue encore, et ben là, on fait du flood. On se renvoie les Tory comment Metal. ça, d'accord, en Ok. fait c'est la même chose, c'est sur les adresses Bech 32, c'est jusqu'à 4 erreurs. Ouais. Et là, en fait, on peut ajuster le nombre d'erreurs qu'on arrive à corriger, quoi. Voilà, il y a des valeurs par défaut. D'accord, Et ok, en je gros, commence à. au bout d'un moment, tu vas te dire, bon, on a déjà réussi à faire une réconciliation une fois, et il y avait tant de transactions de différence. Donc je m'attends à ce que ça continue à être du même ordre de grandeur. Et en gros, les pairs vont quand même s'échanger le nombre de transactions qu'ils ont en attente. Et il va y avoir une estimation de paramètres qui va être faite à partir de ça aussi, qui est décrite dans le papier, mais qui est vraiment un truc, qui est une estimation à la louche, hein, pour espérer que ça se passe bien. Et de toute façon, il y a un protocole d'extension du sketch qui est ajouté dans les messages qu'on s'envoie les pairs les uns aux autres, au cas où, effectivement, bah, t'as mal calculé, quoi. T'as mal estimé. Ok, ok. Et Ouais, au c'est niveau clair. des puissances sur les entiers, tu as dit 5, 7, mais pourquoi 5 et 7? J'ai compris pourquoi on s'arrêtait, mais pourquoi 5 et 7, pourquoi pas 6? Eh ben, en fait, c'est la magie des corps en caractéristique 2. C'est quand je t'ai dit que en caractéristique 2, quand je fais a plus b au carré, c'est la même chose que a carré plus b carré. Ok? Ouais, Ça va, jusque-là, ça va. ouais, c'est bon, je l'ai dans ma Donc, par tête. exemple, là, tu me demandes de faire la somme de puissance de 6. Genre a puissance 6 plus b puissance 6. Et ben, en caractéristique 2, c'est la même chose que a au cube plus b au cube, le tout au carré. Ok, Ça marche qu'en caractéristique 2, hein, c'est absolument faux dans tous les autres cas. ouais, ouais. D'accord? mais, mais ça marche. Et donc, du coup, pour aller puissance paire, eh ben, il te suffit de dire, bah, pour une puissance paire, je prends simplement le carré, c'est le carré d'un truc que j'ai déjà, en fait. Donc, par exemple, pour 4, c'est le carré de 2, et 2, c'est le carré de 1. Enfin, c'est le double de 1, pardon. Donc, c'est pas le. Voilà, donc tu doubles à chaque fois. Donc, par exemple, 0, on connaît la valeur pour 0. La valeur pour 0, c'est forcément, par définition, en fait, c'est forcément le nombre de transactions que tu as dans ton ensemble. Euh, Ensuite, pour 2, bah, du coup, tu prends celui de la valeur pour 1 que je t'ai envoyé, tu la mets au carré, ça te fait la valeur pour 2. Pour la valeur pour 4, tu prends la valeur pour 2, tu la mets au carré, ça te fait la valeur pour 4, etc. etc. Ok, Donc, en fait, c'est bon, c'est plus clair. tu peux déduire ces valeurs-là. Et une fois que tu as ces valeurs-là,
Bah après, tu as un sketch qui fait en gros. Là, je connais plus les détails, mais en gros, c'est genre. Tu as un nombre. T'as 2 fois plus que le nombre d'erreurs que tu veux corriger en taille de sketch quand tu ajoutes les puissances paires, comme ça. Et en gros, tu vas savoir que tu vas avoir un nombre d'équations qui sont linéaires à résoudre pour trouver les messages associés au sketch en question. Une fois que tu fais la recombinaison des checksums. Et donc, du coup, tout ça, c'est des équations qui sont linéaires. Et donc, en gros, les coefficients pairs, bah, c'est juste des carrés. Donc, ça te permet de trivialiser complètement la résolution du système linéaire. Après, bon, bah, le système linéaire, il prend quand même un, un nombre, une résolution qui est en quadratique, quoi. Donc, c'est là que ça te coûte cher. C'est pour ça qu'on parlait du compute, c'est que du coup, une fois que je t'ai donné, une fois que tu as les 2 sketchs, ce qui va te coûter cher, c'est de calculer la correction qu'il faut faire pour en gros trouver où est-ce que sont les différences entre tes transactions et les transactions de ton père. Et c'est là que là, ça va te coûter un peu plus cher parce que tu as une résolution de système linéaire à faire. Voilà. Ok, alors j'ai encore une question. Si j'ai bien compris, on est uniquement sur de la détection et pas sur de la correction. Et du coup, si je vois bien le schéma dans ma tête, ça serait à cause du hash pour repasser Alors sur non, un entier 32 bits. non, tu fais bien de la correction. En fait, c'est que euh, c'est ça qui est vraiment bizarre. C'est vraiment de la correction. Et c'est ça qui est complètement ouf en fait. C'est que tu vas savoir quel les leads, enfin le le message qui t'a envoyé et que tu connais qui est faux. Tu vas savoir si c'est toi qui connais quelque chose que lui connaît pas, ou si c'est lui qui connaît quelque chose que tu connais pas. Mais tu es capable de corriger l'erreur. Donc tu es capable de détecter Mais d'où vient le problème. tu corriges l'erreur, mais du coup, en correction, ça te donne l'entier de 32 bits, et en l'occurrence, ça te suffit pas. C'est ça? Si, parce que en fait, l'entier de 32 bits, du coup, tu vas le renvoyer à l'autre gars, à ton Ouais, père, ok, et lui, il va pouvoir dire, ah bah du coup, c'est cette transaction-là qui te manque. Et ok. quand c'est pour les transactions que toi tu dois envoyer, bah toi, tu sais à quelle transaction elles correspondent, c'est dans ces 32 bits. C'est comme ça que tu vas savoir si c'est toi qui n'as pas quelque chose ou lui qui n'a pas quelque chose que tu as. Ouais, ce que je veux dire, c'est que finalement, euh, ça renvoie à de la détection plus que de la correction, puisque du coup, le mec qui n'a pas la transaction manquante, il peut pas l'inventer comme ça, tu vois. Il y a Oui, c'est ça qui est. une interaction qui est obligatoire derrière. Mais je comprends que Oui, au Bah, niveau du calcul, c'est de la bah oui, correction. mais ça voilà. reste de la correction quand même, parce que tu arrives à retrouver, même si cette valeur, évidemment, tu peux pas retrouver la transaction à partir de la valeur, mais tu peux retrouver la valeur. Donc, Tu sais exactement quoi lui demander quand même. C'est quand même c'est, assez ouf, quoi. c'est de la ouais, donc je vois, enfin je comprends voilà, mais je comprends pourquoi c'est de la correction aussi, c'est qu'à la fin, ouais, tu retrouves vraiment le message. Bon, après ce message n'est pas la transaction, mais tu peux Mais tu renvoies ce message et ouais, le, tu peux le le gars renvoyer. saura quelle transaction il faut envoyer. Ouais, parce que en fait, j'ai essayé de faire le lien avec les adresses Bech 32 et Mais en fait, non, parce que l'analogie s'arrête là, parce qu'effectivement, des adresses Bech ok. 32, le but c'est de vraiment corriger effectivement l'adresse, enfin, de détecter là où il y a des erreurs dans l'adresse, parce qu'effectivement, on Hmm. corrige jamais l'adresse automatiquement. Là, le but c'est d'utiliser quelque chose qui fondamentalement est mathématiquement la même chose qu'un code de correction d'erreur, sauf qu'en fait, là, le but c'est de détecter la différence symétrique de deux ensembles qui correspondent en fait à des transactions. Donc tu peux voir ça comme des erreurs si tu veux, et donc mathématiquement tu utilises la même chose, mais c'est pas la même chose. Voilà, c'est évidemment Ouais, ouais, pas pareil. j'ai bien compris, merci. Voilà. Bon, et ben, je sais pas, là, j'ai pas fait toute une explication sur les corps finis, etc., que j'avais fait un petit peu avant le space, mais bon, je pense pas que ce soit nécessaire non plus. Mais voilà, les corps finis, c'est un sujet très rigolo et aussi très compliqué. Voilà, il y a des choses très intéressantes à dire sur les corps finis, mais bon, c'est, c'est les cryptographes qui connaissent bien, quoi. Ouais. Moi, c'est les maths que j'aurais aimé qu'on m'apprenne. J'aurais peut-être pas arrêté les maths au lycée si on avait expliqué ces trucs-là. Parce que Bah, tout simplement ce que tu as dit, ce que tu as expliqué avant. Bon, là, je sais pas si tout le monde était là, mais au début du space, moi, c'est des choses qu'on m'a jamais expliquées, hein. non, mais c'est clair. Donc, En fait, c'est ce qu'on appelle de l'algèbre générale. Et donc, l'algèbre générale, c'est décrire en fait les structures algébriques. Et donc, c'est effectivement donc, les groupes, les anneaux et les corps. Et encore là, je vais pas parler des idéaux qui sont une notion fondamentale en arithmétique parce que je connais beaucoup moins bien. Mais tout ça, j'ai effectivement
c'est au programme de la première année de maths dans l'enseignement supérieur, quoi. Mais ça, c'est un décalage qui est de plus en plus important entre le lycée et l'enseignement supérieur en mathématiques. C'est un vrai problème, hein, d'ailleurs, mais ça devient très... Et c'est assez marrant parce que, voilà, ce que tu décris là, ça arrive souvent à plein de personnes de pas aimer les maths au lycée. Et en fait, après, ils arrivent dans l'enseignement supérieur et ils se rendent compte qu'ils aiment bien parce que, en fait, c'est des vrais maths qu'on voit dans l'enseignement supérieur et c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu différent. Mais bon, c'est trop difficile, hein, ça devient trop difficile, la marche est trop haute, quoi. Donc voilà. Mais bon, ouais, c'est Non, mais c'est bien, moi. Je suis content, Sosten, que tu aurais aimé avoir des maths comme ça plus jeune. Moi, si c'était le cas, actuellement, je serais en train de labourer un champ derrière mes bœufs et récolter mes patates là pour l'hiver. Donc, c'est peut-être pas non plus pour tout le monde ce, ce niveau de maths. Voilà, je dirais juste ça. Ah non, mais c'est clair, hein, là on manipule de l'abstraction qui est absolument démentielle. Enfin, c'est inimaginable en fait. C'est- Donc, faut savoir jouer de l'abstraction à ce niveau-là et c'est pas facile. Et la cryptographie, en plus de ça, le but c'est d'embrouiller au maximum, donc d'embrouiller ce qu'on s'envoie et tout, mais donc du coup, ça nécessite d'avoir une approche quand même assez, voilà. Mais c'est très très, enfin, c'est des maths très rigolotes parce que ça ressemble beaucoup à du puzzle ou des choses comme ça. Bon, c'est Je pas pense que le forcément mot, les c'est maths. élégant. Le mot, c'est... En vrai, moi, j'ai rien compris à ce que tu as dit, hein, je vais être honnête. Par contre, j'ai Non, mais pas de compris problème. Hmm. à quel point c'était élégant et à quel point les solutions mathématiques venaient résoudre des problèmes de manière vraiment efficace. Ça, par contre, c'est ce que j'ai trouvé Ouais, stylé dans l'explication, quoi. On voit que c'est beau en quelque sorte. ouais, il y a il y a quelque chose d'élégant. Bon, les équations, elles sont pas forcément très sympathiques, mais effectivement, enfin moi, quand je regarde les équations, je retrouve des choses effectivement qui ont des propriétés dont on sait qu'elles sont plutôt sympas, on va dire. Voilà, Oh là 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 là, cette belle courbe elliptique qu'elle a. oh là là. Ce qui est marrant, Non, c'est tu dis ça, mais les courbes elliptiques sur les corps finis, pour le coup, c'est pas beau du tout, ça ressemble à rien. Ça Ça ressemble à un ressemble donut. absolument à rien. Si, Voilà, si, ça ressemble à pas un de fat donut. shaming, pas de fat ouais. shaming ici, gars. Attention. Ah, le donut, c'est quand tu veux représenter le corps fini, en fait, le donut. Mais oui, bon, c'est, c'est compliqué. Bon, parce qu'en fait, c'est pas une courbe. Quand on parle de courbe elliptique sur des corps finis, en fait, c'est pas une courbe. Puisque, Ça ressemble à un nuage de points, en fait. exactement, voilà, c'est un nuage de points qui a une symétrie, plus un genre de structure de groupe vachement bizarre. Et les courbes elliptiques, ça fait partie. En fait, c'est assez intéressant, mais il y a beaucoup de sujets en mathématiques où, en fait, il te faut des objets qui soient complexes, mais pas trop, et c'est eux les plus difficiles à étudier. Parce que ils sont à la fois trop complexes pour que tu puisses facilement démontrer des trucs, mais en même temps, ils sont suffisamment structurés pour être intéressants à étudier. Et donc, les courbes elliptiques, elles se placent exactement là, en fait. C'est genre, c'est vraiment c'est c'est une courbe qui est suffisamment complexe pour être franchement pas évidente à comprendre. Donc, par exemple, la structure de groupe qui existe sur des courbes elliptiques, donc qui est la structure de groupe qu'on utilise pour faire de la cryptographie, elle est hyper complexe. C'est vraiment très difficile. Enfin, il y a plein de trucs, plein de propriétés, genre ça peut être d'ordre 6 ou des trucs comme ça. Enfin, il y a des propriétés vraiment, ça restreint pas mal, mais en même temps, c'est vachement dur à comprendre. Et puis, à côté de ça, si tu prends des courbes d'ordre supérieur, eh ben en fait, il y a trop de dimensions et donc la complexité s'effondre parce qu'en fait, il y a trop de trucs possibles. Euh, L'exemple typique, c'est euh, la démonstration qu'a fait Grigori Perelman. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce mathématicien. Grigori Perelman, c'est un Russe qui a démontré un truc, il est sorti de nulle part et puis après, on lui a, Greg. on a voulu lui donner, la médaille Fields et il a dit et le prix parce il a résolu la conjecture enfin il a prouvé la conjecture de Poincaré. Donc problème du millénaire quand même. Donc le mec ça se pose là quand même. Le mec sort de nulle part, fait une démonstration et puis après on veut lui remettre le prix et il dit laissez-moi tranquille et il allait retourner élever des chèvres chez sa mère, tu vois. Bref, donc un cas. Le mec c'est un cas et euh, et en fait la conjecture de Poincaré c'est une conjecture qui dit que globalement si j'ai un objet mathématique qui ne présente pas de trou et qui n'est pas infiniment étalé dans l'espace, bien en gros c'est forcément une sphère hein, au bout d'un moment. C'est forcément équivalent à une sphère d'une certaine façon. Et en fait, la démonstration de cette chose-là,
Elle est très facile en dimension 1, en dimension 2. Et puis après, il y a eu des démonstrations bien avant Gregory Perelman pour des dimensions supérieures, par exemple à, je sais pas, 100, puis ensuite 7, puis 5, puis 4. Et Gregory Perelman, il a juste résolu en dimension 3. Et pourquoi c'était plus dur? Donc il a conclu pour toutes les dimensions que oui, c'était vrai. Et pourquoi en dimension 3 c'était dur? Parce qu'en dimension 3, il y a suffisamment d'espace pour que ce soit le bordel pour savoir si un truc qui n'a pas de trou doit être une sphère, mais en même temps, il n'y en a pas assez pour pouvoir se permettre de faire n'importe quoi pour recoller des morceaux d'ensemble ensemble et faire une démonstration de ce qu'il a démontré. Et il y a plein de trucs comme ça. Par exemple, il y a un truc qui s'appelle le groupe monstre, qui est un groupe qui est, qui est vachement bizarre, qui est un cas particulier méga bizarre en mathématiques, et il existe avec un nombre de dimensions bien précis. Et si on en met plus, genre par exemple en dimension 8, il peut empiler des sphères en dimension 8, c'est vachement bizarre parce que elles s'empilent de manière très chaotique, mais en même temps, il n'y a pas assez de dimensions pour que ce soit du chaos explicable, quoi. Il y a plein de trucs comme ça. Et les courbes elliptiques, c'est vraiment le pareil, quoi. Il y a plein de trucs. Il y a eu le théorème de Fermat qui a été démontré dans les années 90. En fait, c'est le théorème qui dit que si je prends 3 entiers et que je prends une puissance de n, je ne vais pas trouver 3 entiers tels que x puissance n plus y puissance n est égal à z puissance n. C'est-à-dire 2 puissance n quand je les somme, je n'obtiens pas une puissance n. C'est ça le théorème de Fermat. Et en gros, ce théorème il a été démontré pour toutes les valeurs n supérieures à genre 7 ou un truc comme ça, puis 5, puis après, on n'arrivait pas à le démontrer pour 3. Et en fait, pour n égale 3, il fallait commencer à balancer des courbes elliptiques, des machins comme ça. Et du coup, il s'est retrouvé, c'est en démontrant une conjecture sur des courbes elliptiques qu'on a démontré le théorème de Fermat. Et donc, les courbes elliptiques, c'est vraiment un objet mathématique qui est vraiment compliqué, sur lequel c'est vraiment dur de travailler, parce que c'est à la fois très complexe et en même temps pas assez pour que ce soit un bordel bien bordélique, quoi. Mais c'est un objet mathématique qu'on étudie depuis. C'est quelque chose qui est récent ou je me rends pas compte. Je pense que on a commencé. En fait, donc pourquoi ça s'appelle des fonctions elliptiques déjà? Peut-être parce que pourquoi ça a aucun rapport avec une ellipse en fait au départ quand on voit le truc. En fait, quand tu prends une ellipse, c'est très facile de calculer l'aire de l'ellipse. Donc par exemple, quand je prends un cercle, l'aire d'un cercle c'est pi r carré où r c'est le rayon du cercle. Une ellipse, son aire, si je prends la longueur du grand axe et la longueur du petit axe, c'est juste pi fois longueur du petit axe fois longueur du grand axe. Donc c'est très facile. Et maintenant, question, quelle est la longueur de l'ellipse? Et là, c'est terrible. Parce que en gros, pour un cercle, c'est très facile. Le périmètre d'un cercle, c'est 2 pi fois le rayon, donc c'est facile. Et puis quand on parle d'une ellipse, et là, on tombe sur des intégrales absolument immondes qui paraissent pas se comporter de manière simple, quoi. Et c'est ça, en fait, les fonctions elliptiques, c'est parce qu'elles sont liées aux intégrales qui correspondent à des calculs de longueur sur des ellipses. Et donc, en fait, si tu veux, les mathématiciens qui ont beaucoup travaillé sur les ellipses, et donc les ellipses, on les retrouve dans la dynamique des astres, donc il y a beaucoup de mathématiciens qui se sont intéressés à ça, ils ont vu ces choses-là, mais ils n'avaient pas les outils pour travailler sur ces intégrales-là. Et je pense que c'est surtout dans les années 1900 qu'on a commencé à vraiment travailler bien sur les fonctions elliptiques, parce qu'on s'est mis à les utiliser pour l'analyse de patterns d'interférence, donc dans l'électromagnétisme ou des choses comme ça. C'est là que ça a commencé à être utile, en gros. Et et après, c'est devenu un sujet d'étude à part entière. Voilà, les fonctions elliptiques, c'est devenu un sujet à part entière. Mais mathématiquement, c'est un énorme rabbit hole. Hein. C'est vraiment très, ça va vraiment très loin, les courbes elliptiques. Donc, et après, les courbes elliptiques discrètes en cryptographie, ça date des années 90. Donc, c'est vraiment récent. Avec Diffie-Hellman? Ouais, C'est les premiers. Diffie-Hellman, eux, ils l'ont fait sur CTRSA, mais en fait, les courbes elliptiques utilisées en cryptographie, pour le coup, on était plus proche des années 90, quoi. Ah oui, puisque Diffie-Hellman à la base, c'était RSA. C'était modulaire. C'est de l'arithmétique modulaire pure, Ouais, et il n'y a pas de courbe elliptique, et en fait, Diffie-Hellman, c'était à la RSA avec des couples, c'était aussi des couples de nombres premiers, et en fait, c'est si tu veux, dans le lien entre les courbes elliptiques et cette histoire de couple de nombres premiers, c'est qu'en fait, dans les courbes elliptiques, il y a un corps fini qui sert de base à la courbe. Donc un corps fini, comme j'ai dit, il a forcément une caractéristique qui est un nombre premier,
donc il y a un nombre premier si tu veux, et la courbe elle-même va définir un petit peu, le générateur de la courbe va définir le deuxième nombre premier. Donc en fait, quand je te parle de couple de nombres premiers dans RSA, en fait, il y a un nombre premier qui est équivalent au générateur de la courbe elliptique, et le deuxième qui correspond en gros à quelque chose qui ressemble à la clé privée ou le corps du truc, quoi. C'est un peu bizarre. Mais bon, voilà. Mais oui, les courbes elliptiques, c'est beaucoup plus récent et c'est des sujets très compliqués. Voilà, il y a par exemple, en fait, il y a un truc qu'on appelle les formes modulaires. C'est des trucs qu'on peut calculer pour chaque courbe elliptique. Il y a une forme modulaire associée. C'est ce qu'a démontré en fait Wiles pour démontrer le théorème de Fermat. Et les formes modulaires, ça correspond à l'ensemble des fonctions qui sont double périodiques sur l'ensemble des nombres complexes. Donc bon, voilà, super, c'est génial. Mais bon, c'est un sujet qui est qui va très loin. Donc bon. Je ne vais pas m'étendre plus, mais c'est vraiment ça fait partie de ces outils mathématiques, enfin, qui sont, enfin, ça s'arrêtera jamais. Et pour l'instant, on est très très loin d'avoir tout compris sur ces choses-là, quoi. Alors, j'ai une question, là, tant qu'on est sur les courbes elliptiques. J'avais lu un vieil article sur Bitcoin Magazine par un mec, je ne sais pas si vous le connaissez, Vitalik Buterin. Ah, Il ça me dit quelque expliquait que si on travaillait en cryptographie sur un nuage de points, si on le représente sur un nuage de points, et pas sur des réels, c'était pour éviter les erreurs d'approximation. C'est vrai? Euh, Au niveau des calculs, c'est-à-dire que les calculs en cascade, typiquement quand on fait un système clé publique, clé privée, il y a des calculs en cascade, et donc si on travaille sur des réels, on a forcément des approximations, des arrondis, et donc que sur comment dire, sur le fait qu'on enchaîne les arrondis, bah à la fin on a quelque chose qui ressemble plus à rien. Alors, ce que je dirais, moi, c'est que déjà, on veut éviter d'arriver sur des nombres qui sont beaucoup, beaucoup trop grands. Mais en fait, il y a donc, je te recommande la vidéo dont je t'avais déjà parlé. C'est un mec qui s'appelle, c'est sur YouTube, un mec qui s'appelle Not All Wrong, et il a fait une petite vidéo sur une petite énigme qui ne peut être résolue qu'avec des courbes elliptiques et qui a un résultat plutôt intéressant. C'est une genre d'équation sur des entiers. Et tu obtiens que les entiers les plus petits qui résolvent l'équation sont de l'ordre de 10 puissance 80. Donc en gros, voilà le topo. C'est que si tu commences à faire des additions de points sur des courbes elliptiques sur le corps des réels, il y a un moment, tu vas obtenir très rapidement des nombres de cet ordre-là dans les coordonnées de tes courbes elliptiques. Donc ça va être problématique quand même. Je veux dire, tu vas même, parce que quand je te dis c'est de l'ordre de 10 puissance 80, il faut bien que tu retiennes tous les chiffres. Hein. Tu peux pas approximer. Pour faire de la cryptographie, tu dois effectivement retenir tous les chiffres. Tu peux pas faire ça avec de l'arithmétique flottante. Tu peux pas te contenter de dire ah bah c'est 10 puissance 80 plus genre quelques chiffres après la virgule. Non, faut être bien précis, tu vois. Et effectivement, bah si tu commences à manipuler des nombres aussi grands et que tu dois les retenir exactement à l'entier près, bah en fait tu vas jamais t'en sortir. Donc je dirais oui, ok, c'est vrai que les approximations ça peut être une raison pour laquelle on utilise des corps finis sur les courbes elliptiques. Mais bon, l'autre raison, c'est tout simplement qu'on ne veut pas manipuler des nombres qui peuvent être arbitrairement grands et qui vont devenir très grands de toute façon sur des courbes elliptiques. On peut pas manipuler comme dans RSA des clés qui font 4000 bits, quoi. On veut des clés plus petites. Donc une manière d'avoir des clés plus petites, c'est effectivement de faire ça sur des corps finis. Donc oui, les approximations, d'accord. Euh, mais bon, c'est pas vraiment. Enfin, il y avait plein d'autres raisons aussi, quoi. Enfin, on va dire, c'est cette raison-là. Et voilà. Donc en fait, c'est pas applicable à l'utilisation, mais mathématiquement, ça serait possible. D'utiliser les cordes réels pour faire des courbes elliptiques? Ouais. Oui, ce serait possible. Parce que, en fait, il y a tout un domaine d'études dans les courbes elliptiques sur les points rationnels des courbes elliptiques. Donc, des trucs qu'on peut écrire comme des divisions d'entiers, deux entiers divisés. Et c'est tout un sujet d'étude. Il y a des gens qui sont spécialisés dans quel est le groupe des points rationnels d'une courbe elliptique. Voilà. Et justement, tu utilises l'addition des points sur une courbe elliptique pour trouver l'ensemble des points rationnels d'une courbe elliptique. Et il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et je voulais faire ça comme métier quand j'étais petit. Ouais, mais bon, enfin, je veux dire par là que
on parle tout de suite d'entiers dont on sait qu'on va pas pouvoir écrire tous les chiffres. C'est ça le problème, quoi. Ça peut vite partir en vrille. Mais c'est extrêmement intéressant. Je te conseille vraiment la vidéo, la Not All Wrong. C'est un mathématicien qui fait de la. Alors, comment t'écris ça? C'est Not All Wrong Comme en ça, 3 ça. mots. Not All Ok. et Wrong. Ah, ok, Et j'ai pas compris. il a fait 2 vidéos, hein, donc franchement, ça va. Bon, après, il Je y en suis a une une de quiche en 45 anglais, minutes. donc. Ok, c'est bon, Et, j'ai euh, trouvé. Merci. Et, bon, il a fait 2 vidéos, une sur les courbes elliptiques et une sur la théorie de Galois, mais sans Galois. Voilà, c'est pas mal. Ah oui, Donc mais c'est je le bien, c'est connais, dans- lui. Mais oui, c'est la vidéo que tu m'avais envoyée. J'avais Ouais, regardé une des vidéos que tu m'avais envoyées. Bon, j'avais rien compris, mais. Et bon, c'est ce que disait Sosten, tu vois. Moi, il me manque des bases. J'étais bon en maths au lycée, mais après, c'est tout, basta, tu vois. Donc, il te manque des bases que c'est compliqué d'avoir sans avoir fait ça à l'école. ouais, faut suivre, quoi. Ouais. T'inquiète pas, Loïc, à force de te répéter les mêmes choses, tu comprends pas. Un jour, tu finis par comprendre quand tu seras à 4 ou 5 grammes. Je vais devoir vous laisser, là, vu l'heure. Donc, continuez bien de parler des courbes elliptiques et des corps finis de Galois ou pas d'ailleurs. Puis, merci merci tout le monde. Merci pour Tara. Merci Loïc. Merci. Je crois qu'on a perdu quelqu'un, non? Gilles a disparu là. Ah bah oui, non, mais Ah ça, oui. Il Il voudrait est pas pas nous Sans couper. rien dire. Il est retourné labourer son champ de patates avec ses bœufs. Voilà. Bon, moi, il faut que je vous laisse sur ces Bonne bonnes soirée, paroles. Sosten. ouais, Merci. salut, Ouais, ça Bonne c'est nuit, À plus. salut. à plus. Salut. Et du coup, ouais, si vous avez des questions pour n'importe qui, pour Panta de préférence, n'hésitez pas à monter. Ou même si vous avez des questions, tout à l'heure, on a parlé un petit peu mais on est passé sur tout ce qui est adresse, checksum d'adresse, les adresses Bech32. N'hésitez pas à monter, vous demander. Lounès, tu peux regarder ou nous mettre cohort pour qu'on puisse accepter, s'il te plaît? Ouais, je Ah, regarde. super, merci. Et je vous mets Coast quand même. Merci. Et si vous voulez poser des questions sur n'importe quoi sur Bitcoin, allez-y, hein. Ouais, n'importe Comme quoi. d'habitude, c'est ouvert, c'est open, on est là pour ça. Mais ouais, courbe elliptique sur les corps réels, bon, je comprends qu'on l'utilise pas parce qu'effectivement, ça fait des nombres trop grands à manipuler, quoi. On n'a pas ce qu'il faut pour faire ça. Et le problème, c'est que tu as aussi en français. Donc moi, complexité maths plus complexité anglais, ça fait. Ouais, Ça commence à c'est faire vrai beaucoup pour mon que cerveau. bon, moi je commence à. Enfin, évidemment, j'ai l'habitude des maths en anglais, mais ouais, c'est sûr que c'est un point de difficulté. C'est. À quand la formation maths 401 sur Oh là là là. l'académie? Oh là là là, mon Dieu. Je saurais pas quoi expliquer parce que bon, tu sais pas d'où faut partir et jusqu'à où faut aller, quoi. C'est ça qui est un peu compliqué, mais bon, déjà si on faisait, si on arrive déjà à lancer nos live Twitch post Space Cake avec Lounès, ce sera déjà pas mal, hein. Ça pourrait être fun, ouais. C'est Encore Avec un plus qu'il y ait tableau? des gens qui regardent. Ouais, avec un tableau. Bah, moi, je regarderai. les hardcore bitcoiners, ils vont regarder un petit peu, mais en vrai, c'est pas Ouais. facile. J'ai du mal à imaginer les gens vouloir suivre un Mais cours de maths entre guillemets. Après, il faut présenter sa fun, mais en vrai, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous envoyer en DM ou des trucs comme ça. Genre, vous faites une petite liste de tout ce que vous n'avez pas compris sur les points mathématiques à chaque Space Cake. Et puis après, on essaie de nous faire un petit programme avec ça, quoi. ça peut être fait comme ça. Et puis aussi, je pense même pour d'autres space cakes, ce sera pas mal parce que généralement les gens ils ont pas des questions pendant le space, mais peut-être après, ce Ouais. serait peut-être pas mal de demander des retours une fois pour un space cake de mise à niveau, on va dire de ce qu'on raconte, mais c'est Mm. voilà. Et la Mais semaine bon, prochaine, on a dit, on parle de quoi du coup? ça serait BIP 322. Donc 822, sauf si on a une meilleure idée qui nous inspire tous plus d'ici là, quoi. Sosten, il pensait Ah oui, il y à avait le CoinSwap. CoinSwap. Ouais. CoinSwap sinon. Ah, Mais ça peut être en vrai, intéressant. je peux demander à Julien s'il est chaud pour faire du 322, c'est lui qui l'avait proposé. Et sinon, Ouais, on je peut pense faire que CoinSwap, hein, comme vous voulez, franchement, on est vraiment zéro impératif, hein, on s'en bat les couilles. ouais. Ouais, donc pour l'instant, on peut se dire BIP 322, et puis si on voit un truc, si on pense à un truc mieux pendant la semaine, on changera. Bah, après, Juste, j'aimerais bien pouvoir faire l'annonce les lundis matins maintenant. Comme ça, c'est inclus dans la newsletter de Roxy, la newsletter que j'écris de Roxy.
Ouais, c'est vrai que ce serait pas mal. Et puis comme ça, au moins c'est fait, quoi, parce que moi, je le faisais 2 heures avant. Ouais, faudra qu'on. Il y a aussi, enfin, de toute façon, on a plein d'autres sujets là aussi sous la main, de toute façon, donc Bon, c'est entre pas, on manque pas, ouais. RGB, le quantique, enfin, j'en sais On quoi, manque pas, mais ouais. il y a encore tellement de trucs. Il y a L2 aussi, on n'a rien dit pour l'instant sur L2 aussi. Ah ouais, ouais, ouais. C'est. Et puis on n'a fait aucun sujet sur Lightning pour l'instant aussi. Donc pareil, ça, Non, mais j'ai dit, franchement, on manque vraiment pas de on est sujet, bien quoi. chargé en sujet. Je pense Ah, on mais a oui, beaucoup de choses à raconter. là c'est plutôt savoir lesquels on fait en premier, quoi. Ouais. Après, BIP 322, du coup, de ce que j'ai compris, c'est du message formaté comme des transactions. Donc après, je sais pas, enfin, il y a la proof of reserve qui est dedans. Après, je saurais pas trop quoi te dire de plus dessus, mais si Julien, il peut nous faire un pitch sur le truc qui nous montre un peu qu'est-ce que ça résout, etc., ce serait bien déjà. Ouais, et sinon, si tu penses que ça fait pas un space en entier, on peut combiner plusieurs petits trucs. Ouais, on peut voir pour voir si on peut pas. Par exemple, tu vois, il y a des trucs dont on parle peu, genre dans Join Market, là, j'ai re-regardé comment ça marchait le Podol Commitment, tu vois. Enfin, comment tu fais pour commit une clé publique sans la révéler, mais ne pouvoir la commit qu'une seule fois. C'est assez rigolo. Il y a des choses de ce type-là qui étaient assez sympas. Ça pourrait être combiné avec ce genre de choses, je pense, tu vois. Ouais, un petit truc fourre-tout. Au fur Parce et à que ça mesure qu'on correspond à avance, on quelque part, marque. c'est pas une proof of reserve, mais on pourrait faire un sujet du genre, ça pourrait faire un sujet euh, tout ce qui est relatif à prouver la possession d'Unity XO, quoi. Tu vois? Ouais, ça peut être Parce que c'est intéressant. ça BIP 322 en fait. Donc il y a BIP 322, il y a les Podol Commitment qui sont utilisés dans Join Market, il y a peut-être d'autres choses, tu vois. Je pense par exemple les blinded du TXO là, de RGB, je sais pas comment ça marche. Euh, Ça peut être intéressant aussi, tu vois. Euh, voilà. C'est la proof of reserve de manière générale, tu vois. Genre, je pense, voilà, un sujet un peu orienté proof of reserve, mais pas que la proof of reserve pour les exchanges, quoi. Genre, la, prouver qu'on a des fonds dans une UTXO de manière générale, de plusieurs façons, ça me paraît intéressant. Voilà. Après le TX-Hub de RGB, je pense que c'est plutôt un truc genre tu génères un facteur, tu blindes le nom de ton UTXO, comme ça l'autre en fait il dit que c'est cette UTXO là maintenant qui a les fonds, et après quand toi tu veux les dépenser, ben juste tu prouves que c'est bien la tienne en donnant ton blinding factor, là tu sais l'entier qui filait avec. Ah ouais, Tu files ton blinding factor, et du coup l'autre il a plus qu'à vérifier que c'est le bon TX-Hub, tu vois. J'ai pas ah regardé, mais ouais, je pense que ça fonctionne comme ça. Comme ça, tu peux d'accord. prouver que t'as bien, que c'est bien relié à toi, quoi. À Ok, confirmer. d'accord. Donc en fait, c'est quand toi tu vas dépenser tes fonds que tu vas révéler le blinding factor pour que le suivant confirme que oui, c'était bien la même UTXO Ouais, que celle qui a été ouais, commise ouais, je pense que c'est ça. Je Ouais, pense c'est que pas c'est con. ça parce Ouais, que ça doit être ça. dans le consignment qu'on avait regardé, effectivement, il y avait marqué des blending factors à côté des TI sub qui étaient soit vides, soit que des zéros ou des trucs comme ça. Donc il y a moyen que ce soit ça à vérifier. En limite, on pourrait regarder demain soir si tu veux. Tant qu'à Ouais, faire, on demain pourra soir, acheter un œil. Bon, on va faire la PR aussi là. Ok. Je sais pas si Maxime s'il y a quelqu'un a répondu à Maxime sur son NAC qui est Ouais, d'une ouais, violence, mais Chris, il a répondu, il a dit que effectivement, c'est normal que l'approche soit NAC parce que c'était juste un proof of concept et il a demandé à Maxime d'aller checker la conversation, la discussion qui est à part là. ah oui, ok. Mais Oui, vas-y, on ouais, check ça demain. c'est bien, il lui a bien répondu de lui dire est-ce que tu pourrais t'intéresser un peu au problème quand même parce que c'est un peu casse-couille quoi. Genre, C'est vrai que il gère pas trop là. Je sais pas ce qu'il fout en ce moment, mais Bah, c'est dommage quand même que Tapret, qui était quand même the truc qui a quand même vachement facilité la mise en place des RGB, bah, ce soit pas encore implémenté proprement et ça fonctionne, quoi. Ça n'a pas été testé, en fait. Je veux dire, sur le principe, ça marche, mais ça n'a pas été testé, en fait. Puisque bah, ils l'ont pas codé. ça me paraît bizarre quand même que eux ça marche pas quoi. Enfin, il l'aurait vu Maxime depuis le temps et le problème il est là depuis au moins 4 mois, hein. Bah oui, c'est ça. Bon, mais après, de toute façon, le wallet Iris, là, n'utilise pas les Tapret, donc peut-être que les autres ont le même problème. Peut-être que tout le monde a le problème, mais tant qu'il résout pas ça, bah, c'est inutilisable. Ouais, ouais, ouais.
C'est Tu dommage. connais... Ah, désolé. Vas-y. Tu connais la notation polonaise inverse? La notation polonaise inverse, c'est pour les opérations. Ouais. Alors, c'est marrant parce que je sais pas pourquoi j'ai vu ça récemment passer, mais Bah, c'était je viens de le voir aussi là, sur Twitter, sur voilà, ouais, les anecdotes de maths. C'est et en intéressant. fait, c'est intéressant. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette notation, c'est qu'elle n'a aucune ambiguïté. Genre, aucune. Tu sais exactement quelles opérations faire, dans quel ordre. Il n'y a quasiment pas besoin de parenthèse, tu vois. Genre, c'est une des notations des moins ambiguës. C'est des notions qui peuvent être utilisées pour le lambda calcul, par exemple. Je sais pas si tu connais le lambda calcul. Non. Ah, c'est une dinguerie, ça aussi, mais bon. Un jour, on pourra faire un truc sur la calculabilité, un space calculabilité. Ça va bien retourner les cerveaux, ça aussi. On pourra faire ça. Genre, dans le lambda calcul, tout est fonction. Genre, les booléens, c'est des fonctions. Voilà. Par contre, j'expliquerai pas le y combinator parce que je sais même plus ce que c'est, moi, de mon côté. Je sais. Mais t'en as parlé samedi de ça, non? Samedi? Au barbecue. Tu nous en as Ah parlé oui, oui, j'en ai Ouais. parlé vite fait. C'est c'est une- c'est un truc de fou, quoi. Mais ça, c'est le lambda calcul, du coup, c'est équivalent à une machine de Turing. Voilà, c'est ce que je racontais samedi. Ouais, c'est Voilà, ça. on pourra expliquer ce que c'est qu'une machine de Turing aux gens, leur expliquer ce que c'est que le problème de l'arrêt, leur expliquer pourquoi la Turing completeness, du coup, c'est complètement débile d'avoir ça sur une, sur une blockchain. Voilà, pourquoi il faut pas. Leur expliquer d'où ça vient, en fait, les problèmes de calculabilité, parce que, en fait, ça vient du problème de la démonstration aussi. Genre, pourquoi on peut pas démontrer certains énoncés mathématiques qui sont pourtant vrais. C'est quoi, ça veut dire quoi être vrai, du coup? Parce que si on peut pas démontrer que quelque chose est vrai, comment on sait que c'est vrai? Genre, voilà, c'est c'est beau. Et on peut retourner des cerveaux avec ça, je pense. Il y a Voilà, bien comme il faut. Snitchy qui nous demande si on peut parler de white box cryptographie. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai aucune Mais idée. monte, Snitchy vient de Vas-y, parler. Snitchy, viens Sois parler. pas Vas-y, monte timide. là. Qu'est-ce que tu nous racontes? Depuis Il quand faudrait tu qu'on des fasse messages, toi? un space un jour où on parle que de maths et genre on s'arrête pas tant qu'il n'y a plus personne sauf les intervenants. Ah yes. On fait un marathon. Parce que là, je vois que ça descend petit à petit. Tu sais, par rapport à quand on a commencé, on était pas mal, on était une petite trentaine. On Ouais, Quand était, ça on a était commencé à 21, parler de ouais. maths, les gens ils sont allés dodo. tu m'étonnes. C'est ma voix suave quand je raconte des mathématiques, ça les fait dormir. Et Lounès a un bon son pour une fois. T'as fait quelque chose? J'ai plus mes écouteurs. Ah, ok. Batterie. Bon, il veut pas venir, Snitchy? Je crois pas. Mais sinon, c'est Ah. bien comme on a fait aujourd'hui. Première partie, on discute des problématiques, enfin, les trucs normaux, quoi. Et deuxième partie, on parle de maths. Oui, je pense Ouais, qu'il je faut pense que c'était garder, clair. C'est je pense sympathique, qu'il quoi, faut ce garder format. cette Merci pour le structure-là. temps. Bah, de rien. Il faut garder cette structure-là, je pense, ouais. Parce que sinon, on perd trop vite les gens, et puis ils apprennent pas grand-chose. On fait un space cake qui augmente en difficulté, tu vois. C'est quand le grammage quand ça commence à faire l'effet aquarium, tu vois. Ça commence à Après, on être pourra parler un peu de. Il y aura des spaces sur la privacy un peu là. Bon, ah déjà, si on parle de CoinSwap un peu, bah ouais. il y a des D'ailleurs, trucs intéressants ouais. à creuser niveau privacy, qui sont assez complexes et qui pourraient être pas mal à étudier. Bah, Ouais, tous je les pense. papiers de Laurent, en fait. Tu as tous les papiers de Laurent, donc faudrait inviter Laurent. Et ouais, tout ce qui est par exemple technique de cryptographie à la transaction confidentielle ou des choses de ce type-là, ça peut être intéressant aussi. C'est, ouais. Bon, ben on clôture, s'il n'y a pas de Je pense qu'on questions. on va pouvoir clôturer parce que bon Ça me bah paraît pas mal, ouais. Nickel. allez, Bon, et bien, merci à tous d'avoir suivi ce superbe space, encore une fois. Merci à Guillaume qui est plus avec nous, mais qui a fait une super belle introduction. Merci Loïc et Panta et Sosten. Et puis à la semaine prochaine, quoi. salut tout le Oubliez- monde, à la semaine Salut, à prochaine. plus. Si vous écoutez la rediff sur YouTube, je sais pas s'il la met encore sur YouTube. Je crois que c'est qu'en podcast maintenant. Mais bon, mettez un like sur la plateforme où vous êtes et puis abonnez-vous, quoi. Et mettez une Bye note. bye. Mettez-nous une bonne note. Mettez-nous une bonne note, s'il vous plaît. Voilà. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.